Voilà, je vais maintenant vous présenter l'orateur de ce soir, Pierre-Henri Gouillon. Je tiens à préciser que l'autre orateur qui devait accompagner Pierre-Henri, Miguel Benazayeg, est absent pour des raisons personnelles, mais ça n'empêche que nous sommes très contents d'accueillir Pierre-Henri Gouillon. C'est un immense plaisir pour si moi. vous voulez partir, il y a encore temps. Hein, voilà. Si vous vouliez juste écouter Miguel, voilà, vous avez tout à fait le droit de sortir. Donc c'est un immense plaisir pour moi de vous présenter Pierre-Henri Gouillon ce soir. Donc au départ je pensais que ce serait un exercice très très facile parce que je connais Pierre-Henri depuis 20 ans et puis finalement quand j'ai commencé à essayer de réfléchir un petit peu à ce qui pouvait être les faits marquants de sa carrière, ses qualités, j'étais un petit peu désappointée sur la façon de le présenter. Alors j'aurais pu choisir la voie historique. Non, d'inquiétude. Ouais. Et ça aurait commencé comme ça. Depuis 40 ans, Pierre-Henri Gouillon parcourt les couloirs de l'Agro-Paris, où il y a été ingénieur et puis enseignant-chercheur. Mais en fait, cette fonction qu'il a exercée, et qu'il exerce d'ailleurs toujours à Agro-Paris Tech, en plus de ses fonctions de professeur du Muséum d'Histoire Naturelle et à Sciences Po Paris, il n'empêche qu'il est un peu sorti de Paris. Il est allé en banlieue. Donc il a passé un peu plus d'une quinzaine d'années à Orsay, professeur de l'université Paris 11, où il a aussi dirigé un laboratoire de recherche, et puis à Palaiseau, on va pas très très loin quand même, à l'école polytechnique. Ceci dit, il y a un lien particulier qui l'unit à Montpellier, un lien très très fort. Alors peut-être que c'est les souvenirs de son enfance. Peut-être que c'est l'influence de son professeur de génétique des populations, mais je pense surtout que c'est parce que c'est à Montpellier qu'il a réalisé ses premiers pas en recherche. Premiers pas en recherche où il a étudié le thym, son sexe, ses odeurs. Montpellier aussi où il a eu des diplômes. Il a défendu sa thèse de doctorat d'État à l'Université des sciences et techniques du Languedoc. Il a obtenu son diplôme d'études approfondies en philosophie à l'Université des lettres de Montpellier. Bref, un lien fort l'unit à Montpellier depuis longtemps et toujours parce qu'il a aussi formé un grand nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui sont aujourd'hui à Montpellier dans les universités, écoles, instituts. Mais là, à ce stade, la partie historique s'arrête parce que vraiment, je ne sais pas trop si je dois parler de recherche ou de formation. Alors, je vais parler de recherche. Si vous avez eu la curiosité d'aller un petit peu sur son site internet, vous avez pu voir qu'il y a une grande diversité de thématiques. Ceci dit, elles s'expliquent toutes avec cette phrase de Dobzhansky, « La biologie n'est rien, sauf à la lumière de l'évolution ». Et effectivement, il y a des thématiques très accrocheuses, comme l'évolution du sexe, comme la dispersion, en particulier quand on parle d'OGM et les risques associés. Puis il y a des thématiques un petit peu plus énigmatiques, peut-être plus confidentielles, comme les niveaux de sélection, ou encore l'évolution de la morphogénèse. Quoi qu'il en soit, toutes ces thématiques, elles ont un fil conducteur qui est la connaissance des mécanismes de l'évolution. Et ces connaissances, elles sont étudiées, transmises. Et la transmission, c'est le fil conducteur de la carrière de Pierre-Henri Gouillon. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est son métier. Enseignant, bien sûr, transmission donc à des étudiants, que ce soit des étudiants qui viennent juste de sortir du bac ou des étudiants qui sont à un niveau plus avancé, que ce soit des étudiants à l'université ou inscrits dans une grande école, que ce soit des étudiants en biologie ou même pas en biologie. Mais pour Pierre-Henri, la transmission des connaissances, elle va au-delà des étudiants. Et c'est un devoir que de transmettre ces connaissances, et il l'a mis au service de l'ensemble de la communauté, du public, des décideurs. Pierre-Henri a participé à de nombreuses conférences, de nombreux débats, des émissions, de façon à rendre accessible l'ensemble des connaissances que la science est capable de produire. Il a écrit de nombreux ouvrages à destination de publics plus ou moins scientifiques, comme les avatars du gène, mais aussi des ouvrages qui sont à l'interface avec, à l'intersection des sciences biologiques et des sciences humaines, des sciences biologiques et de la philosophie, comme ce dont il va nous parler ce soir avec Fabriquer le vivant. Enfin, Pierre-Henri, c'est aussi quelqu'un qui a voulu transmettre, non seulement au public, aux étudiants, mais aussi à nos décideurs, à nos politiques. Et il a participé à de nombreuses commissions, comités de différentes instances. Bref, Pierre-Henri Gouillon, c'est quelqu'un d'entier, de complexe, dans
dans cette notion de complexité qui est l'intégration des multiples facettes de son métier et de sa passion. Et ce soir, j'espère que vous allez comprendre, grâce à cette conférence, toute cette complexité et combien la complexité du vivant, pas seulement la complexité de Pierre-Henri Gouillon, mais la complexité du vivant, peut être un moyen d'approcher, d'appréhender les défis de notre époque et en particulier d'essayer de comprendre le paradoxe dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est que d'un côté tout est possible et que d'un autre côté, eh ben, il y a eu la perte de ce destin commun, la fracture de ce sens de l'histoire. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je laisse Pierre-Henri Gouillon vous présenter son travail. Merci. Ce micro-là. Comment ? Bien. Eh bien, merci à tous d'être là. Merci Agnès pour cette introduction. Après ça, les gens ne peuvent être que déçus. C'est quand même un peu embêtant, mais je vais essayer quand même de vous parler un petit peu de questions qui me préoccupent depuis longtemps, qui m'ont amené à rencontrer Miguel Benassayag et à en discuter avec lui, et puis qui nous ont amené à en parler de telle façon qu'on a eu envie de faire un livre à partir de nos discussions. En fait, ce livre, Fabriquer le vivant, il est écrit à 3 mains, et il y a Margot Korsakov qui s'est donné beaucoup de mal pour essayer de comprendre ce qu'on racontait de façon assez décousue et de le remettre un peu dans l'ordre. Alors je regrette beaucoup qu'il ne soit pas là pour en parler avec moi ici. Je pense que ça aurait été assez différent. Là, du coup, je vais vous présenter ma vision des choses, et puis la partie Miguel, vous l'aurez une autre fois, un jour où il viendra. Bien sûr, j'ai été influencé par ce qu'il peut raconter, et je pense que ça a été réciproque. Voilà, alors j'ai commencé par cette phrase de Pascal, dont d'ailleurs Edgar Morin m'a dit que s'il l'avait trouvée plus tôt, il l'aurait mise dans tous ses livres, évidemment. Cette phrase qui dit qu'on ne peut pas comprendre le tout si on ne connaît pas les parties, et qu'on ne peut pas comprendre les parties si on ne connaît pas le tout. Ça résume bien toute la difficulté qu'on a aujourd'hui dans les domaines divers et variés, que ce soit des domaines sociaux ou des domaines scientifiques, et particulièrement en biologie. Alors la biologie, très rapidement, je voudrais vous rappeler que c'est une science qui a mis très longtemps à émerger en tant que science. Qu'au XVIIe siècle encore, on racontait dans les traités de botanique qu'il existait un arbre dont le dessin se trouve là dans 3 traités de botanique différents, dont les feuilles tombent dans l'eau et se transforment en poissons, et d'autres feuilles tombent sur le sol et se transforment en oiseaux. J'ai pas le temps de vous raconter pourquoi on pensait ça, mais ça vous donne une image quand même de la somme de fables dont il a fallu se débarrasser pour faire une science avec tout ça. Hein. À la même époque, pourtant, les physiciens et les astronomes commençaient à démarrer des choses assez sérieuses, et Galilée inventait la lunette astronomique, découvrait les satellites de Jupiter, les taches solaires, calculait la vitesse de la chute d'un corps en fonction du carré du temps. Vous voyez que c'était pas du tout le même développement de ces deux domaines. Alors Galilée, voilà une image qui va servir un peu de fil rouge à cette soirée. C'est Galilée devant ses juges. Et Galilée, il a eu des ennuis, comme vous le savez. Et il a été condamné, il a courageusement défendu ses idées, et il a été condamné, il a fait de la prison. Bon, il n'a pas été tué, mais quelques temps plus tôt, Giordano Bruno avait été brûlé. Et Galilée, vous voyez, dans cette image, nous les scientifiques, on l'aime. On l'aime, il est une sorte d'idéal pour nous. C'est un homme courageux qui défend la rationalité contre l'irrationnel au péril de sa vie. Et il a raison. Et nous, les scientifiques, on aime avoir raison. Ça nous pose parfois d'ailleurs des problèmes dans nos couples. Et donc, on est comme ça. Bon, et on a envie d'affirmer ce qu'on sait contre l'irrationnel. Le malheur, c'est que ça place le scientifique dans une drôle de situation. C'est quelqu'un qui a un savoir, et l'Agora des savoirs est là pour justement permettre de le partager, mais ce savoir lui donne parfois des positions, des postures, c'est typiquement, de conflit avec la société. Et dans l'histoire, les grands scientifiques ont souvent eu des difficultés avec la société. Du coup, le problème, c'est que les scientifiques s'estiment en droit d'être en conflit avec la société. Au fond, c'est presque une preuve qu'ils sont bons. Alors là, il ne faudrait peut-être pas exagérer. Hein. Si beaucoup de grands scientifiques ont eu des problèmes avec la société, malheureusement, il ne suffit pas d'avoir des problèmes avec la société pour être un grand scientifique.
Et du coup, nous nous trouvons dans cette difficulté que les scientifiques vont très facilement, dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, se placer dans la posture de Galilée. Quand vous n'êtes pas d'accord avec eux sur la mécanique céleste et que c'est des astronomes, il y a de bonnes chances que vous ayez tort et qu'ils aient raison. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec eux sur le fait de savoir si pour produire de l'électricité, il faut monter des centrales nucléaires ou s'il faut cultiver des OGM, là le problème est beaucoup plus compliqué. Parce que sur la mécanique céleste, Galilée c'était le spécialiste et il savait tout. Sur les centrales nucléaires ou les OGM, les problèmes posés par ces technologies dépasse largement le cadre auquel le scientifique a accès par sa pratique de scientifique. Et donc, il va s'exprimer en tant que scientifique sur la partie où il est spécialiste, et puis en tant qu'idéologue, souvent sans le savoir. J'insiste là-dessus. Et du coup, il va affirmer en tant que scientifique des choses qui, tout compte fait, sont de l'ordre de l'idéologie. Et c'est là que le problème devient difficile. Et c'est là qu'en fait, on va être dans une situation difficile parce que, au fond, il y a des désaccords profonds de philosophie, d'épistémologie dans notre société. Et ces désaccords, ils datent pas d'hier. Je voudrais vous en donner quelques aperçus historiques avant d'arriver aux périodes récentes. D'abord, l'avancement de la connaissance des êtres vivants s'est fait grâce à des grands naturalistes qui ont créé des systèmes, et le plus grand d'entre eux, le Suédois Carl Linné, a été le premier à proposer de classer les espèces en genre, en ordre, en classe, etc. C'est pas tellement le sujet de ce soir, mais en revanche, ce qui est important, c'est que Linné nous propose de dire que toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche, en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant. Car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. Je vais passer le reste au fond. Vous voyez que le monde que nous propose Linné ici, c'est un monde où les espèces ont été créées avec un type, et c'est immuable. Les espèces se reproduiront éternellement dans les limites de leur type. Le monde proposé donc par les systématiciens, les naturalistes du XVIIIe siècle, est un monde parfaitement stable, créé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs à l'époque, quelques milliers d'années, et qui ne bouge pas. Bon. Pour gérer la diversité, il peut y avoir des grandes adversités, vous connaissez tous l'histoire du déluge. Si vous voulez sauver la biodiversité, à l'époque, la solution est simple, vous prenez un couple de chaque espèce, vous mettez tout ça dans un bateau, et la biodiversité est sauvée. Ce monde fixe, alors bon, je passe sur le fait que ça marcherait pas parce qu'un seul couple, c'est pas assez, les descendants vont devoir se croiser entre eux, ça fera de la consanguinité, etc. Mais donc cette image, en tout cas, que nous avons tous, d'un monde stable, ce besoin de penser que le monde est stable, eh bien, il est très fortement ancré culturellement chez nous. Et le fait qu'on puisse le conserver tel quel, il suffit d'en reprendre des morceaux et ça repartira. Eh bien, cette idée est très très forte. Beaucoup de gens qui veulent défendre la nature pensent à la stabilité du monde. Mais le monde n'est pas stable. Et c'est une difficulté à laquelle nous devons nous colleter. Alors la nature, quelle vision on a de la nature? Eh bien, au XVIIIe siècle, la fracture dont je vous parlais tout à l'heure se fait jour de façon assez claire par rapport à la vision de la nature. Rousseau va dire que la nature est bonne. Le tableau de la nature ne m'offrait qu'harmonie et proportion. Mais les humains, eux, ne sont pas spontanément bons, culturellement. Les humains ont une bonne nature, mais la société les corrompt. Et donc, il poursuit en disant « Celui du genre humain ne m'offre que confusion, désordre ». Voilà la vision de Rousseau. La nature est bonne, l'homme perverti, l'homme lui-même d'abord et la nature ensuite. Cette vision d'une nature bonne et harmonieuse et faite pour le bien de l'homme, eh bien on va la retrouver chez d'autres penseurs de l'époque. Bernardin de Saint-Pierre, alors lui il va encore plus loin, il explique que le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille, et que la citrouille étant plus grosse peut être mangée avec les voisins. Vous voyez que la nature a fait tout ce qu'elle pouvait pour qu'on soit bien. Donc ça c'est une vision XVIIIe siècle, et en même temps, eh bien, vont coexister avec ces visions où la nature est bonne, une vision de la nature très différente, et chez d'autres gens tout à fait aussi compétents que les précédents. Alors Bernardin de Saint-Pierre a été directeur du Jardin des Plantes à la fin du XVIIIe siècle,
Rousseau était un excellent naturaliste, hein, il a laissé des herbiers tout à fait célèbres, etc. Mais en face d'eux, eh bien, je peux vous présenter Buffon, qui était peut-être le plus grand naturaliste français du XVIIIe siècle, qui a régné sur le jardin du roi avant qu'il ne devienne le jardin des plantes et le muséum d'histoire naturelle. Il a eu la bonne idée de mourir en 1788, ce qui lui a sauvé sa tête, en quelque sorte. Et Buffon n'était pas seulement le plus grand naturaliste français de l'époque, c'était aussi un industriel. Il possédait des forges à Montbard, à côté de Dijon. Et Buffon, lui, quand il parle de la nature, il en parle de façon très différente. Je vous lis un petit peu de ses textes, parce qu'ils sont tout à fait remarquables. Hein. Alors il va parler de la nature sauvage, hein, la nature non domestiquée. Vous voyez ces plages désertes, je ne vais quand même pas tout lire, hein, mais vous voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. Alors il va nous parler du haut, du bas et du milieu. Alors dans toutes les parties élevées, des arbres sans écorce et sans cime, courbés, rompus, tombant de vétusté, d'autres en plus grand nombre gisant au pied des premiers pour pourrir sur des monceaux déjà pourris. La nature paraît ici dans sa décrépitude. C'est qu'un espace encombré, traversé de vieux arbres, chargé de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs de la corruption. Bon, ça c'est le haut. Le bas, des eaux mortes et croupissantes, faut d'être conduites et dirigées, qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Hein? Bon, entre les deux, entre les marais infects qui occupent les lieux bas et les forêts décrépites qui couvrent les terres élevées, il y a des espèces de landes. Les mauvaises herbes y surmontent, y étouffent les bonnes. C'est des herbes dures et épineuses qui forment une bourre grossière et pèsent de plusieurs pieds. Et l'homme là-dedans, eh bien l'homme, obligé de suivre les sentiers de la bête farouche, rebrousse chemin et dit « La nature brute est hideuse et mourante ». La nature brute est hideuse et mourante. C'est pas un spécialiste des biotechnologies qui vous dit ça, c'est Buffon, un grand naturaliste. Et il ajoute, c'est moi, l'homme, moi seul, qui peut la rendre agréable et vivante. Mettons le feu à cette bourre superflue, à ces vieilles forêts déjà demi-consommées. Achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar dans le crapaud composait son venin, on verra apparaître des troupeaux d'animaux bondissants. Le bœuf emploiera ses forces et le poids de sa masse à sillonner la terre. Qu'elle rajeunisse par la culture. Une nature nouvelle va sortir de nos mains. Quelle est belle cette nature cultivée. On dirait un peu les cours que j'ai eus à l'agro dans les années 70. Hein. Et vous voyez, donc cette opposition entre les gens qui admirent la nature et qui veulent la respecter et qui pensent que les hommes l'abîment trop, et les gens qui au contraire pensent que tant que l'homme s'en est pas occupé, la nature est hideuse et mourante, eh bien, dès le siècle des Lumières, l'opposition existe. Mais elle va prendre des formes variables. Hein, et chaque époque, hein, ça c'est... Les questions, une époque, c'est une question, c'est un moment dans l'histoire de l'humanité dans laquelle certaines questions se posent d'une certaine façon, et aujourd'hui elles se posent de façon variée. Alors, à l'époque, on admettait une chaîne des êtres qui allait du non-être à l'être parfait, Dieu, les minéraux, les plantes, les animaux, les femmes, les hommes, les démons, les anges et Dieu. Alors, je suis content de vous entendre rire. J'ai remarqué que quand j'enlève cette ligne-là, personne ne rit plus. Bon, c'est déjà un progrès, donc on n'admet plus que les hommes sont au-dessus des femmes. Mais on continue à trouver tout à fait normal de dire que l'homme est supérieur aux animaux, ou que les animaux sont supérieurs aux plantes. Ce besoin de hiérarchiser fait aussi partie des traits culturels intéressants que nous avons dans notre société. Et je vous rappelle que Claude Lévi-Strauss a fait remarquer que quand on hiérarchise dans la nature, immanquablement on hiérarchisera aussi dans l'espèce humaine. Ce besoin de hiérarchie, il a quand même quelque chose d'assez délétère. Il faudrait qu'on arrive à se calmer là-dessus. Bon, la suite, vous la connaissez. Hein. Cuvier va découvrir que les espèces ne sont pas immuables mais s'éteignent. Lamarck va proposer l'idée qu'elles se transforment sous des hypothèses fausses. Et c'est Darwin qui va enfin permettre d'arriver à une théorie qui est la théorie actuelle de la biologie, donc la théorie fondée sur la sélection naturelle et sur la divergence des lignées. Darwin, évidemment, va aussi avoir des ennuis avec la société, mais enfin, il ne sera pas question qu'il aille en prison pour autant. Ceci dit, quand il était en train d'écrire son livre, il écrit à un ami en disant « Je suis en train d'essayer de mettre mes idées un petit peu au clair dans un livre, et c'est comme confesser un meurtre ». Donc Darwin était conscient du fait qu'il y avait un problème moral derrière ce qu'il allait raconter. Et il a des amis qui vont le défendre. Lui-même déteste aller dans des combats, dans des joutes oratoires, mais son ami Thomas Huxley, lui, qui s'est lui-même surnommé le bulldog de Darwin, lui écrit très rapidement après la publication du livre pour lui dire qu'il a adoré son livre et qu'il sait bien qu'il va avoir des ennuis, mais qu'il ne s'inquiète pas,
qui sera là pour le défendre. Et Huxley ira entre autres affronter l'évêque de Cambridge dans un duel qui malheureusement n'a pas été enregistré. Donc on n'a que des récits a posteriori, mais il paraît qu'il y a des dames qui se sont évanouies tellement les arguments étaient terrifiants, etc. Darwin propose, et je m'arrêterai juste sur cette figure, une vision du monde dans laquelle les formes vivantes sont constamment en train de se transformer. Je vous disais que le monde n'est pas stable, et bien le monde de Darwin n'est pas stable. Certaines espèces s'éteignent, beaucoup de formes s'éteignent, et puis celles qui ne s'éteignent pas, au contraire, elles se diversifient, et c'est l'équilibre entre cette diversification et ces extinctions qui crée la biodiversité. La diversité des formes vivantes n'est pas quelque chose d'établi, comme le disait Linné tout à l'heure, créé une fois pour toutes. C'est quelque chose qui se fabrique sans cesse, et à un instant donné, la diversité du monde vivant, eh bien, ça c'est le présent, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, le temps va de bas en haut, c'est une manie de géologue. Darwin était géologue au départ, il y a constamment des formes nouvelles qui se fabriquent, beaucoup s'éteignent, celles qui ne s'éteignent pas ont tendance à diverger, et à la fin, on obtient donc des lignées qui ont autant de diversité que celle du départ, mais c'est plus la même. Ce qui est stable dans la diversité, c'est sa dynamique, c'est pas les formes vivantes elles-mêmes. Vouloir conserver un monde stable, c'est un rêve qui n'a pas de sens. Et ça, nous, scientifiques, c'est notre rôle de le dire. Décider que, aujourd'hui, c'est ces espèces-là qui sont là, on veut que de toute éternité dans le futur, ça soit les mêmes. Ça n'a pas de sens. Et donc, si jamais vous aimez les pandas, conservez-les, il n'y a pas de problème, mais vous ne travaillerez pas pour la biodiversité, vous travaillerez juste pour votre amour des pandas. Ce qui est respectable. Mais la biodiversité, c'est bien autre chose. Tout ça pour dire qu'effectivement, nous, scientifiques, on a des choses à dire et qui ne sont pas des choses peut-être que les gens ont envie d'entendre. Ils préféreraient qu'on leur dise que la belle nature est stable et qu'elle reste comme ça. Et au contraire, on est obligé de leur dire attention, non, c'est le mouvement qui conserve la dynamique et qui conserve l'équilibre. La diversité du vivant ne se maintient que grâce au fait qu'elle change tout le temps. Si vous la congelez, elle va mourir. C'est comme... c'est qu'il y a plusieurs sortes d'équilibre. L'équilibre d'une bouteille sur une table comme ça, vous voyez, elle est stable. A priori, si j'y touche pas, elle restera comme ça. Et puis si je la perturbe un peu, elle va revenir. Mais un vélo, c'est un autre genre d'équilibre. Un vélo, il est stable parce qu'il avance. La biodiversité, c'est la même chose. Donc croire qu'on va arrêter les extinctions en arrêtant le processus, c'est la catastrophe. Donc il y a des choses comme ça, des idées comme ça qu'on peut tirer de la biologie. On voit que ces processus sont des processus complexes. Alors Darwin insiste beaucoup sur la complexité des processus écologiques qui jouent là-dedans, que constamment se fabriquent des formes nouvelles, et que certaines survivent et d'autres pas, qu'on ne peut pas savoir à l'avance lesquelles seront celles qui resteront et lesquelles sont celles qui ne resteront pas, que tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de maintenir ce système actif si on veut qu'il ne s'effondre pas. Or, dire qu'on va laisser ce système actif et qu'on va le laisser continuer son mouvement, eh bien, c'est une vision du monde qui n'est pas partagée par tous les gens aujourd'hui, et particulièrement par les scientifiques. Parce qu'une autre vision du monde, ça consiste à dire « nous voulons tout contrôler ». Alors que là, il faut un minimum de laisser faire, en quelque sorte. Laisser le système continuer à fonctionner sans intervenir directement sur tout ce qui s'y passe. Évidemment, on y intervient sur ce qui s'y passe. Évidemment qu'on change un petit peu les donnes du jeu et qu'actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est de déséquilibrer ce système de telle façon que les extinctions sont infiniment plus importantes que les divergences entre lignées. La question, si on voulait se préoccuper de biodiversité, ça ne serait pas comment on fait pour que les espèces ne s'éteignent pas, ça serait comment on fait pour que le taux d'extinction devienne comparable au taux de différenciation des lignées. J'insiste sur ce mot différenciation. On me dit souvent, des espèces qui s'éteignent, mais quand est-ce qu'il y a des espèces qui apparaissent? Les espèces n'apparaissent pas. Évidemment. Les espèces se différencient progressivement à partir de formes qui au début étaient juste des populations un peu différentes les unes des autres. Donc si on veut que ce processus fonctionne, il faut laisser au système naturel la possibilité de faire de la diversité grâce au fait que ce processus existe. Et si on veut ça, il faut certaines contraintes. Il faut absolument laisser du local fonctionner. Il ne faut pas obliger, il ne faut pas homogénéiser tout. Il faut donner de l'hétérogénéité au système. Il faut laisser
les populations échanger les unes avec les autres. Et tout ça donne les conditions de la production de diversité dans le vivant. Je vous dis tout ça parce que je vais y revenir plus tard sur un cas particulier où les humains, justement, croient contrôler la situation. Bien. À la suite des travaux de Darwin, la question qui se pose, c'est de savoir comment la diversité se crée, comment elle naît au départ, puisqu'elle se casse à la fin par des extinctions. Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un même individu, il y en a plusieurs qui peuvent apparaître et qui sont différents les uns des autres? Eh bien, ça va être l'étude de l'hérédité qui va le donner, et ça va être donc une science, la génétique, qui naîtra à la suite des travaux de Darwin, 40 ans plus tard, et qui va expliquer comment se fait la diversité du vivant. Quelques précurseurs, plus ou moins sulfureux, comme Galton, cousin de Darwin, qui va inventer la biométrie, c'est-à-dire l'étude mathématique de l'hérédité, mais qui va aussi proposer une nouvelle science, l'eugénique, qui est l'étude des méthodes sous contrôle social qui améliorent ou détériorent les qualités raciales des futures générations, que ce soit physiquement ou mentalement. Bon. Et effectivement, une fois que la génétique sera née, une fois qu'elle se sera réunie avec le darwinisme et qu'on aura une théorie de l'évolution, eh bien, on va commencer à essayer d'améliorer l'homme. L'eugénisme proposé par Galton va être développé dans plusieurs pays, en particulier aux USA, dans cette idée que nous sommes dans un siècle, le XXe siècle était le siècle du progrès. L'exposition internationale de Chicago de 1933 titrait un siècle de progrès. C'est assez extraordinaire. L'idée du progrès est une idée très intéressante. En 1933, il y avait eu la Première Guerre mondiale, mais on avait dit plus jamais ça. Il n'y avait pas encore eu la bombe atomique, il n'y avait pas encore eu les camps de concentration. Et les Occidentaux pensaient qu'ils étaient dans un processus de progrès inéluctable, qui allait fonctionner. Et que ce progrès, il était lié à l'avancement des sciences. Ce que j'appellerais le mythe du progrès, c'est un mythe qui fonctionne d'une façon très claire. Les sciences progressent, elles donnent de nouvelles connaissances, et grâce à ces nouvelles connaissances, on développe de nouvelles techniques. Ces nouvelles techniques permettent d'améliorer la vie humaine. Et une fois les humains débarrassés des contraintes de se trouver à manger, de se trouver où est-ce qu'ils vont dormir le soir, de s'habiller s'ils ont froid, eh bien ils vont pouvoir s'élever l'esprit. Et donc, il va y avoir un progrès intellectuel et moral qui sera la conséquence de ces progrès techniques, eux-mêmes conséquences des progrès scientifiques. Une fraction très importante de notre société, et en particulier de la communauté scientifique, vit toujours sur ce mythe. La question de savoir si jamais il peut marcher ou pas est une question qui est ouverte. À la fin du XXe siècle, on a vu de nombreuses critiques de cette vision du progrès, et on a commencé à se demander si le progrès, ça ne serait pas justement d'arrêter de croire qu'il n'y en a qu'un. Parce que l'idée du progrès, c'est vraiment, tout ce que la science nous propose permettra de développer des techniques, et on va tout développer, tout ce qu'on peut. Tout est possible. Et bien justement, ce tout est possible, qui est apparu de plus en plus fort à la fin du XXe siècle, a été de plus en plus critiqué par des gens qui disaient tout n'est pas possible finalement, et il faudrait peut-être réfléchir un peu plus à ce qu'on fait. Alors, le premier progrès qu'on a essayé de réaliser grâce à la théorie de l'évolution, ça a été d'améliorer les humains. Et à l'Ouest, il y a eu deux méthodes, la méthode de l'Ouest, la méthode de l'Est à l'époque. Pour les plus jeunes, je le dis, à l'époque, le monde était un peu coupé en deux, le monde occidental. Donc à l'Ouest, la biologie, avec donc cet eugénique proposé par cette science de l'eugénique, et du coup ce mouvement eugéniste qui va se développer. Et l'eugénique est présenté à l'époque, donc aux USA par exemple, comme l'autodirection de l'évolution humaine. On nous dit que comme un arbre, l'eugénique tire son matériel de beaucoup de sources et les organise en une entité harmonieuse. Les sources, c'est la génétique, bien sûr, les statistiques, ça c'est Galton. Et puis la médecine, la psychiatrie, la religion, tout est convoqué pour améliorer l'homme, pour fabriquer l'homme nouveau, l'homme de demain. La Société américaine d'eugénique va être fondée avec un bureau au départ, avec Thomas Morgan, qui est le plus grand généticien de l'époque. C'est celui qui a découvert la théorie chromosomique de l'hérédité. Alexander Graham Bell, qui a inventé le téléphone, donc un grand physicien. Alors ça, c'est un truc assez récurrent. Quand les biologistes veulent faire une connerie, les physiciens viennent toujours les soutenir. Ça rate jamais.
C'est parce que, vous voyez, à cause de ce que je vous ai dit sur Galilée tout à l'heure, les physiciens ont tellement d'avance sur nous, en tout cas ils pensent qu'ils en ont tellement, que du coup ils se disent qu'il faut qu'ils nous aident à nous développer, nous les biologistes. Et donc, faut surtout pas... Voilà. Et puis, au milieu, là, il y a les deux chevilles ouvrières de la Société américaine d'eugénique. Celui-là s'appelle Davenport, il dirige l'Institut d'eugénique de Long Island, un énorme institut. Et celui-là, Irving Fisher, qui est aussi un généticien des maladies humaines. Et ils vont chercher à comprendre pourquoi il y a des tarés dans la société. Bon, il y a encore eu un débat entre Sarkozy et Onfray il y a 5 ans sur le même sujet, hein, si vous voulez, dans Philosophie Magazine. Mais... Alors, je vous montre pas ce soir parce que bon, c'est d'être un peu sérieux. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des gens ratés dans la société et ils vont se dire, bon, s'ils sont ratés, il doit y avoir un problème, on va aller chercher ce qu'il y a dans leurs ancêtres. Donc, ils remontent dans les registres des églises, la filiation de ces gens. Et puis parfois, ils trouvent des ancêtres intéressants et ils redescendent pour retrouver tous les descendants de ces ancêtres. Alors, par exemple, ils ont trouvé Adadjouk qui vivait en 1740. Ils ont retrouvé 92% de ses descendants. Soit, vous vous rendez compte, c'est un sacré travail, hein, aller dans les registres des églises, retrouver tous les descendants de cette dame, hein, jusqu'à 1930. 64 sont des débiles mentaux. 174 des pervers sexuels. 196 des illégitimes, c'est-à-dire nés hors mariage, hein. 142 sont des pauvres, et 77 des criminels et meurtriers. Oh. Quand même, hein. Si elle n'avait pas été là, celle-là, ça aurait été mieux pour tout le monde. Hein. Donc, parce que tout ça, c'est génétique. Alors ça, c'est un petit dessin que j'aime beaucoup, c'est Isabelle Olivieri qui m'a retrouvé le truc exact d'ailleurs. Ça, n'importe quel généticien reconnaît la transmission d'un gène dominant dans ce pédigré. Et le gène en question détermine un caractère tout à fait particulier, l'illégitimité, la naissance hors mariage. Il y a un gène qui fait ça, disent-ils. Alors, bon. La grande presse se saisit de la question. Le Sunday Oregonian, c'est un journal qu'aujourd'hui encore, d'ailleurs, tous les gens d'Oregon lisent le dimanche. J'ai récemment fait une conférence dans un groupe international et il y a un Américain qui est venu me voir après en me disant qu'il lisait le Sunday Oregonian toutes les semaines et qu'il ne s'était jamais imaginé que son journal avait publié des choses pareilles. Alors ça, c'est la descendance de Carl et Anna qui sont là. Alors en noir, c'est les normaux, en rouge, c'est les débiles mis à l'asile, et en bleu, c'est les débiles pas mis à l'asile. Bon. Churé, c'est mort à la naissance, on sait rien. Alors Carl et Anna étaient deux débiles dans un asile, ils ont une fille normale qui a eu un mari normal. Malheureusement, on ne sait rien sur leurs 15 enfants. C'est bien dommage parce que pour les autres, Cathy était débile, pas dans un asile, elle a eu un mari comme elle, ils ont eu des enfants pas terribles en deuxième génération, il n'y a que des débiles. Quant à celle-là, elle était débile dans un asile, elle a eu 2 maris débiles et ils ont fait plein de débiles. Vous vous imaginez que le lecteur du Sunday Oregonian se dit, dis donc, ça va pas du tout cette affaire. Hein. La Société américaine d'eugénique va vraiment montrer tout ça avec beaucoup d'insistance, donc pas seulement dans les journaux, mais dans des foires. Ça, c'est la foire de Philadelphie 1936. Hein, il y a d'un côté des maïs pour vous montrer comment se transmettent les gènes. De l'autre, on vous montre que les gènes de l'illégitimité, ça se transmet pareil que les gènes de couleur des grains de maïs. Bon. Et puis au milieu, un tableau électrique avec des lampes qui clignotent, ça fait moderne à l'époque. Et qu'est-ce qui est écrit sur ce tableau? Il y a écrit « Certaines personnes sont nées pour être un fardeau pour les autres. Hein. » Renseignez-vous sur l'hérédité, vous pouvez aider à corriger ça. Là, il y a une lampe qui clignote toutes les 15 secondes. Toutes les 15 secondes, il y a $100 de votre argent hein, qui s'en va pour soigner des gens avec une mauvaise hérédité, hein, comme les fous, les débiles, les criminels et autres malades. Bon. Et l'Amérique a besoin de moins de cela et de plus de cela. Alors, moins de cela. Cela clignote toutes les 48 secondes, naît quelqu'un aux États-Unis qui ne dépassera pas l'âge mental de 8 ans. Celle-là, elle flash toutes les 50 secondes. Toutes les 50 secondes, une personne est mise en prison aux États-Unis. Et la phrase d'après, il y a très peu de gens normaux qui vont en prison. C'est parce qu'ils avaient des problèmes génétiques qui sont en prison. Voilà. Et on a besoin de plus de cela. Celle-là, elle flash toutes les 16 secondes. Toutes les 16 secondes, il y a une naissance aux États-Unis, tout va bien. Puis celle-là, elle flash toutes les 7 minutes et demie. C'est-à-dire vraiment pas souvent. Hein. Eh bien, toutes les 7 minutes et demie, il naît quelqu'un qui sera vraiment utile à la nation. Voilà. Alors, c'est très déséquilibré. Il y a beaucoup trop de cela, pas assez de cela. On va changer ça. Au 1er janvier 1935, on a déjà stérilisé 21 539 personnes sur le territoire américain pour cause de mauvais gènes. Et voilà les États qui ont déjà adopté des lois eugénistes. Hein. Le Texas était déjà à la pointe du progrès social, bien sûr.
Et il y aura des procès retentissants, comme les femmes Buck qui ne veulent pas être stérilisées, ça ira à la Cour suprême, et le juge de la Cour suprême conclura 3 générations d'imbéciles, c'est assez. Et voilà, hop, et on va stériliser comme ça à peu près 65 000 personnes sur le territoire américain dans cette période. C'est vraiment dommage qu'on n'apprenne pas ça en histoire. On entend parler beaucoup du nazisme, mais pas du tout de ça. Je pense que c'est tout à fait regrettable. Les Américains, aujourd'hui, dans leur cours d'histoire, ils apprennent l'eugénisme. Alors pourquoi on ne l'apprend pas? Parce que ça n'est pas arrivé en France, on y reviendra. Si on fait un petit tour du monde, les pays scandinaves ont stérilisé encore plus que les Américains. Évidemment, les champions du monde de l'époque, ça a été les Allemands, avec le régime nazi. 400 000 stérilisations avant les camps. Dans les pays comme la France, il n'y a eu aucun vrai eugénisme pour une bonne raison, c'est qu'on était nuls en génétique. On croyait encore à Lamarck et au fait qu'il suffisait de faire des efforts pour améliorer son hérédité. Donc le régime de Vichy a fait des lois hygiénistes. L'idée, c'était si on améliore l'environnement, ça améliorera l'hérédité. Jusqu'à une époque très récente, pour se marier, en France encore, il fallait faire un test de la syphilis. Alors, ça fait belle loi que c'est plus un grave problème, mais c'était obligatoire, c'était les lois de Vichy, pour améliorer l'environnement, donc l'hérédité. Voilà. Cette histoire d'eugénisme, je la trouve très importante. Moi, elle m'a beaucoup fait réfléchir parce que j'ai lu les auteurs de l'époque et je me suis rendu compte que c'était tous les grands auteurs de la génétique. Tous les gens dont j'admire le travail ont tous défendu l'eugénisme. Et puis en regardant un peu autour, j'ai vu que les autres aussi, ceux que j'admire pas, ils ont aussi défendu l'eugénisme. Et puis que ceux que je connaissais pas, mais qui faisaient de la physique aussi, en fait, toute la communauté scientifique était d'accord. Il n'y a pas eu de débat. Alors ça m'a quand même beaucoup impressionné. Je me suis rendu compte que si j'avais vécu en 1930, j'aurais été eugéniste. Je ne me crois pas plus malin qu'eux. La seule supériorité que j'ai sur ces braves gens, c'est que je peux regarder a posteriori ce qu'ils ont fait et essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Mais c'est peut-être pas si facile que ça. Alors l'eugénisme, comprenez-le bien, c'était une utopie. C'était une vision progressiste du monde. On allait rendre les humains plus heureux en débarrassant l'humanité des individus incapables de s'adapter à la société. C'était ça l'idée. Et ça a été dit par plusieurs, alors des grands scientifiques. Karl Pearson, tiens, un grand statisticien, un élève de Galton, donc il faisait des statistiques pour étudier l'hérédité. Il a entre autres inventé le Qui2, pour ceux qui connaissent un petit peu les tests statistiques, le test de corrélation de Pearson, etc. Et il écrit « La science moderne, comme elle entraîne l'esprit, une analyse exacte et impartiale des faits et une éducation particulièrement adaptée pour promouvoir la citoyenneté. » Ça, j'aime beaucoup cette phrase, parce que je l'ai entendue souvent dans des débats de scientifiques. Je suis un scientifique, donc je suis rationnel. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit à propos de Galilée? Comme je suis rationnel, je sais mieux que les autres ce qu'il faut faire. Et donc, je suis, à la limite, plus un citoyen que les autres, vous voyez? Et qu'est-ce qu'il en déduit, Pearson, de sa rationalité? Eh bien, que le droit de vivre ne donne pas le droit de se reproduire. Que comme nous avons diminué la force de la sélection naturelle, pourquoi? Eh bien, à cause des lois sociales du 19e siècle. Avant, les gens trop pauvres, ils mouraient de faim, c'est fini. Et que donc, de plus en plus de faibles et d'inadaptés survivent, nous devons augmenter les standards mentaux et physiques du parentin pour être parents. Voilà, en gros, la théorie rationnelle qui amène à être eugéniste. En fait, lui, il l'exprime comme ça, d'autres l'exprimeront autrement. Il y a Julian Huxley, tiens, c'est le petit-fils de Thomas Huxley, le bulldog de Darwin de tout à l'heure. C'était un grand évolutionniste, il a été à l'origine de ce qu'il a appelé la théorie synthétique de l'évolution, un grand zoologiste anglais. Il avait un frère célèbre, Aldous Huxley, dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, et il est le fondateur certainement de l'écologie politique en quelque sorte, et d'ailleurs il est le président fondateur de l'UNESCO. Donc c'est un homme concerné par les problèmes de société. Eh bien, il a écrit un livre qui s'appelle What Dare I Think, qui est un manifeste eugéniste. Donc les plus grands scientifiques et les plus grands, parmi les scientifiques les plus concernés par l'importance de la science dans la société, ont défendu l'eugénisme. Et puis évidemment, la génétique a servi de base au nazisme. Elle était dans les bases officielles du nazisme. Et il y a des généticiens, des grands généticiens de l'époque, anglais en particulier, parce que c'est là qu'il y avait le plus de généticiens, qui ont écrit que l'arrivée de Hitler au pouvoir était le premier grand succès politique de la génétique.
On a oublié tout ça. Hein. On l'a oublié, pourquoi? Parce que après la fin de la guerre, il y a eu le procès de Nuremberg, et puis chaque pays a piqué tous les scientifiques qui pouvaient, et on n'a surtout pas mis en avant le fait que les scientifiques avaient été lourdement impliqués dans un certain nombre de choix liés au nazisme. Donc on a condamné des tas de gens, on a condamné quelques médecins, mais certainement pas de scientifiques. Et Nuremberg, ça a été un moment très important, si on veut réfléchir à ce qu'est notre société, puisque c'est un moment où on a décidé qu'il y avait une valeur qui n'était absolument pas négociable, c'était le respect de la dignité humaine. Et que les crimes contre l'humanité, c'était des crimes inexcusables à quelque point de vue que ce soit, y compris l'obéissance aux ordres à l'armée, ce qui, juste après une guerre, était une affirmation extrêmement forte. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de Nuremberg, le progrès n'est plus la seule valeur à respecter. Le progrès doit être réalisé aussi bien que possible, mais tant qu'il n'attente pas à la dignité humaine. Donc si vous lisez un auteur sur ces questions avant Nuremberg ou après, vous ne lirez pas la même chose. Avant Nuremberg, le progrès était la seule priorité du monde occidental. Après Nuremberg, la priorité devient le respect de la dignité humaine et le progrès vient en deuxième position. Je ne vous cache pas qu'en tant qu'écologue, j'attends avec impatience qu'il y ait un Nuremberg de la biodiversité, où on puisse dire que le progrès, il n'y a pas que la dignité humaine qui devrait permettre de le freiner, il y a d'autres choses. Le progrès, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, le progrès technique, qui est censé régler tous les problèmes. Alors tout ça a été exprimé dans quelques œuvres majeures. Alors bien sûr, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, écrit dans les années 30. À l'époque, Aldous Huxley était encore eugéniste, mais il était déjà assez critique vis-à-vis de la prise en main de la société par la biologie. Et puis plus récemment, donc un film que je vous conseille de voir, qui s'appelle Bienvenue à Gattaca en français. Gattaca, c'est une séquence d'ADN, mais c'est le nom d'un pays dans lequel la génétique est devenue toute puissante. En fait, elle n'est pas devenue toute puissante, elle fonctionne. On peut tester les génomes des gens, puis prédire un certain nombre de leurs potentialités. Et dès qu'on fait ça, eh ben, on change tout. Vous n'êtes pas obligé. Dans ce film, on voit très bien que des gens peuvent choisir leurs descendants sur leurs gènes, et puis d'autres ne le font pas. Sauf que ceux qui ne le font pas, ils ont des descendants qui ne seront pas triés sur le volet, et du coup, les assurances ne vont plus vouloir s'en occuper, les écoles n'en voudront plus, etc. etc. Et bon, il y a beaucoup de symboles dans ce film, j'aime beaucoup cette image. Vous voyez, celui-là, il avait un très très bon génome, mais il a eu un problème d'environnement, et du coup, ses capacités physiques ne sont pas à la hauteur de son génome. Et là, il faudrait qu'il monte à l'étage au-dessus, il regarde avec désespoir l'escalier qu'il doit monter. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la forme de l'escalier. C'est une double hélice, c'est l'ADN qui est symbolisé. Voilà. Alors, après Nuremberg, tout le monde va maintenant dire que l'eugénisme c'était pas bien, y compris Aldous Huxley qui en 1958, dans Le Retour au meilleur des mondes, écrit que le fait d'homogénéiser l'humanité c'est un outrage contre la nature biologique de l'homme. Alors, ça c'était l'homme nouveau à l'ouest. L'homme nouveau à l'est, eh bien c'est le contraire. À l'est, on va essayer de faire un homme nouveau. Donc, vous avez d'un côté l'homme nouveau à l'ouest biologique, et à l'est, eh bien, à l'est, vous avez aussi une grande école de génétique en Russie. Elle est dirigée par Nikolai Vavilov, qui va travailler sur la biodiversité des plantes cultivées et qui va montrer que le schéma de Darwin que je vous ai montré tout à l'heure marche merveilleusement pour les plantes cultivées. Il y a quelques centres d'origine dans lesquels les gens ont domestiqué ces plantes. Et puis, le fait que chaque agriculteur ressème ses semences va permettre à chaque localité de favoriser certaines formes génétiques. Et puis, comme les agriculteurs échangent des gènes entre eux, des graines entre eux, du coup, il y a une diversité génétique qui se maintient et la sélection fonctionne. Et en 10 000 ans d'agriculture, du néolithique à aujourd'hui, on a fabriqué, du néolithique au début du XXe siècle, on a fabriqué une immense diversité des plantes cultivées. Et donc Vavilov va commencer à monter des conservatoires de semences, etc., etc. Malheureusement pour lui, un aigrefin nommé Lysenko va convaincre Staline que la génétique, c'est pas bien pour le marxisme, en tout cas pas pour le matérialisme historique, puisque la génétique,
stipule que les individus ne sont pas tous semblables à la naissance, alors que Engels avait écrit très explicitement que les humains étaient tous semblables. Et donc, entre des scientifiques américains et Engels, il n'y avait pas photo pour savoir qui avait raison en Union soviétique. Lysenko convainc Staline qu'il a raison, et tous les généticiens soviétiques sont tués. Donc, Vavilov est enfermé en 1940 dans la prison de Saratov, et il y meurt de faim en 1943. Et la génétique soviétique ne s'est pas encore vraiment relevée d'ailleurs de cette période, puisque c'est seulement à la fin des années 70, dans les années 80, que la génétique est redevenue autorisée en Union soviétique, mais ils avaient perdu tout leur cadre. Et les erreurs liées à ces fausses théories antigénéticiennes, donc en gros lamarckiennes, qui ont été développées en Union soviétique à l'époque, sont partiellement responsables de la faillite de l'agriculture soviétique. Mais c'est pas seulement ça. Les humains étaient censés être améliorés par le nouveau système qui était mis en place. On ne les améliorait pas génétiquement, on les améliorait socialement, par la révolution, etc., etc. Mais le résultat, on le connaît tous, hein, il a été aussi catastrophique à l'Est qu'à l'Ouest, au fond. À l'Ouest, on a stérilisé des tas de gens, à l'Est, on en a tué beaucoup. Et on a fabriqué cette image de l'homme nouveau qui allait émerger du système soviétique, mais ça a été, au fond, la même faillite qu'à l'Ouest. Et donc, nous arrivons à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, avec la chute de cette idée de l'homme nouveau soviétique, et une méfiance vis-à-vis de l'eugénisme, mais seulement une méfiance, parce que quand même on est toujours à l'Ouest et qu'on pense toujours chez nous qu'on peut améliorer les gens génétiquement. Actuellement, on fait des tests de dépistage prénatal et on vend de plus en plus de tests dans lesquels on va pouvoir vous choisir votre embryon parmi beaucoup. Il y a une boîte américaine qui vous choisit votre enfant sur 700 critères. Ça coûte assez cher, ça coûte quelque chose comme, je ne sais plus combien, 20-30 000 euros. Hein. Et j'ai vu une interview de gens qui étaient des Français, qui étaient allés en Californie pour faire ça. Hein. Donc on prend des ovules, on les fait reproduire, on prend des spermatozoïdes, on les féconde, et puis après on trie là-dedans ceux qui ont les bons gènes. Hein. Et j'ai entendu ce couple dire, enfin, d'accord, 20 000 euros c'est cher, mais enfin, un enfant c'est un sacré investissement, hein. Question, qu'est-ce qui va se passer, hein? Où on va avec ça? Alors, on est toujours dans cette idée du progrès. On va faire progresser l'humanité, puisqu'on va pouvoir choisir des descendants vachement bien débarrassés de toutes sortes de problèmes de santé. Cette idée du progrès, comme je vous le disais, elle anime une grande partie de la communauté scientifique. Le moment où je l'ai le mieux vu, c'est quand Jacques Chirac a décidé d'annexer à la Constitution de la Ve République une charte de l'environnement. Dans cette charte de l'environnement, c'était en 2004. Elle a été annexée en 2005. Dans cette charte de l'environnement, il y avait le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est un principe qui dit qu'en face de risques graves et irréversibles pour la santé humaine ou l'environnement, il n'est pas nécessaire d'avoir des preuves absolues du risque pour commencer à prendre des mesures. La première mesure à prendre étant d'augmenter les recherches pour lever les incertitudes. A priori, les gens qui défendaient le principe de précaution imaginaient avoir une bonne réception chez les chercheurs puisqu'ils demandaient des recherches. Et ça n'a pas été le cas du tout. L'Académie des sciences et l'Académie de médecine ont immédiatement délégué leurs émissaires en direction de l'Élysée pour essayer d'empêcher que cette charte de l'environnement soit annexée à la Constitution. J'ai participé à de nombreux débats à l'époque. Moi, je la défendais. Et je peux vous dire que le seul argument qu'avaient ces scientifiques contre la charte de l'environnement, c'était que le principe de précaution risquait de freiner le progrès. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Hein. Ça veut dire que le progrès est un truc tellement fort qu'il ne faut pas prendre de précautions. Et que le fait de prendre des précautions, ce n'est pas un progrès en soi. Moi, j'essayais de défendre l'idée que bien sûr que j'étais pour le progrès, mais pas n'importe lequel. Un progrès dans lequel on aurait essayé de prévoir un petit peu ce qu'on faisait et d'éviter les catastrophes. Eh ben non. Il ne fallait pas parce que ça allait freiner le progrès. Donc en fait, il y a deux visions du progrès à l'heure actuelle. Il y a ce progrès que moi je trouve un peu fou, fondé sur la technologie et qui est
toutes les technologies possibles, il faut les mettre en œuvre. Hein. Et comme ça, on avancera. Puis en plus, dans la compétition internationale, c'est bon. Et puis, il y a le fait de dire, bah non, il y a peut-être plusieurs progrès possibles et on va essayer de choisir celui qui nous plaît le mieux. Pour le moment, les instances de décision, aussi bien politiques et surtout scientifiques, sont à fond sur la première vision du progrès. Hein. On l'a vu encore il n'y a pas longtemps avec l'affaire Serralini, tout le monde en reparlera. Oui, alors des fous du progrès, il y en a au moins un qui est bien connu en France. Effectivement, lui, à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, il dit que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien. Il est encore en train de dire que l'amiante, c'est pas un vrai problème, hein. C'est quand même extraordinaire. Hein. Il ne croit pas au réchauffement climatique dû à l'homme. Et il a monté une fondation qui s'appelle Écologie d'avenir. Il n'est pas gêné, hein, dans laquelle il y a un seul écologiste, et tous les autres, c'est les patrons de Total, de Areva, etc., etc. Et c'est eux qui vont nous faire l'écologie de demain. La première réunion réalisée par cette fondation a été une réunion pour expliquer à tout le monde à quel point les OGM allaient sauver la planète. On y reviendra. Alors justement, les OGM, tiens, je vais quand même vous en dire un mot. Voilà une page du site de Monsanto. Et vous voyez un agriculteur, heureux. Il est heureux parce qu'il cultive du maïs Monsanto. Alors quand on cultive du maïs Monsanto, on est heureux parce que si jamais il y a un insecte qui attaque le maïs, crac, le maïs empoisonne l'insecte. S'il y a des mauvaises herbes, on passe en avion, on met du Roundup et toutes les mauvaises herbes meurent. C'est la belle vie pour l'agriculteur, vous voyez. Bon. Alors, Monsanto, c'est une boîte. C'est vrai qu'on a de la chance que ça soit Monsanto parce qu'elle est tellement caricaturale, cette boîte. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'estime que les entreprises devraient être soumises à des lois plus strictes. Parce que les entreprises sont des personnes, comme vous le savez, des personnes morales dans la loi. En tant que personne, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle The Corporation, qui a donné un film d'ailleurs, qui est téléchargeable sur le web. Si ça vous intéresse, il est gratuit. Et le premier truc qu'ils font, qui est assez rigolo, c'est qu'ils disent, bon d'accord, c'est des personnes, ben regardons quel type de personnes c'est d'après la loi américaine. Et ils montrent que c'est des psychopathes. Si les entreprises sont des personnes, alors c'est des psychopathes. C'est quoi les critères dans la loi américaine? Incapacité à ressentir la douleur d'autrui, incapacité à absorber une morale, recherche systématique de son propre intérêt. Bah, évidemment que les entreprises font ça, c'est même pour ça qu'elles sont faites, en quelque sorte. Donc en fait, on est dans une situation difficile parce que les entreprises peuvent faire un peu n'importe quoi et que si elles sont assez puissantes, un homme commet un crime énorme, eh ben, il va avoir des ennuis. Une entreprise commet un crime énorme, eh ben, elle peut très bien s'en sortir. L'exemple de Monsanto est remarquable. Monsanto, c'est une boîte qui a produit des composés chimiques pour tuer les plantes. Et un de leurs composés chimiques qu'ils avaient fabriqué, c'était un défoliant, ça faisait tomber les feuilles. Et ils ont vendu ça à l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam en disant, vous voyez, les Viettes se cachent sous les feuilles. Vous allez mettre les feuilles vont tomber et vous allez les voir. Ça, c'est des avions américains en train donc d'épandre de l'agent orange sur les campagnes vietnamiennes. Le pire, c'est que maintenant on sait que certains responsables de chez Monsanto à l'époque savaient quels étaient les effets sur les enfants qui naîtraient après exposition à l'agent orange. Ils le savaient pertinemment. Et ils ont vendu le produit comme ça quand même. Les enfants de soldats qui ont été malades ont été indemnisés très lourdement pour jamais porter plainte. Il n'y a jamais eu de vrai procès. Et donc Monsanto n'a jamais payé pour ce crime contre l'humanité. Donc vous voyez, au fond, Nuremberg, ça marche pour les individus, mais ça ne marche pas nécessairement pour les entreprises. Je vous préviens. Aujourd'hui encore, l'agent orange a une très grande rémanence. Et aujourd'hui encore, au Vietnam, il y a des enfants qui naissent avec ces malformations à cause de l'agent orange. Voilà. Et puis, donc, Monsanto, ils ont continué à se développer. Ils produisent, donc, ils ont amélioré leurs produits. Ils vendent plus de l'agent orange, ils vendent du Roundup, qui est un herbicide assez efficace, dont ils ont longtemps dit qu'il était biodégradable, jusqu'à ce que ça leur soit interdit parce qu'il ne l'est pas. Mais en fait, ils ont progressivement totalement shifté. Maintenant, ils font quasiment plus de recherche en chimie. Ils font des recherches en biotechnologie pour faire des OGM. Ils font quasiment plus que ça. Et ils sont très très largement majoritaires sur ce domaine. Alors je prends cet exemple, et puis après on pourra discuter un petit peu plus généralement de tout ce que ça veut dire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé?
en Europe, les OGM sont arrivés au mauvais moment, il faut bien l'avouer. En plein milieu de la crise de la vache folle, après l'affaire du sang contaminé, les gens commençaient à se rendre compte que les entreprises étaient prêtes à leur vendre des trucs qui les tueraient si jamais ça les arrangeait. Donc les citoyens européens commençaient à être méfiants et ils ont commencé à dire qu'ils ne voulaient pas de ces OGM, qu'ils ne savaient pas ce que c'était, qu'ils voulaient... Et immédiatement, les scientifiques défenseurs du progrès sont montés au créneau. Et on a vu fleurir des conférences dans lesquelles les scientifiques venaient expliquer aux gens, comme s'ils étaient des débiles mentaux, qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent, qu'il n'y avait aucun risque. Voilà. Ces dessins viennent de l'INRA. Alors, les gens, on leur disait, il y a zéro risque. Ils étaient encore plus inquiets. Ils avaient raison, parce que, évidemment, comme ça n'existe pas, le risque zéro, si vous dites aux gens qu'il n'y a pas de risque, ils savent que vous leur mentez. Ils sont quand même pas idiots. Donc si jamais vous leur mentez, ils se disent qu'il y a un truc grave pour que vous leur mentiez. Bon, on a donc continué comme ça pendant un moment, et les scientifiques ont cru qu'en expliquant, parce que les scientifiques étaient dans la position de Galilée. Vous voulez pas de mes OGM, mais c'est parce que vous n'avez rien compris. Et les gens ils disaient non, mais quand même, il y a un problème. Alors les gens commençaient à dire, la vache folle, c'est qu'on a fait manger de la viande aux vaches. Et voilà, paf, on se retrouve avec la vache folle. Bon, c'est une transgression des lois naturelles. Eh bien, mettre des gènes de bactéries dans des plantes, c'est une autre transgression. Nous, on n'en veut pas, c'est dangereux. Et évidemment, dans ces cas-là, tout scientifique, moi y compris, a tendance à répondre, attendez, si vous voulez pas de transgression, quand vous serez malade, appelez pas un médecin. Vous mourrez tranquillement, et puis ça sera les lois naturelles. Donc, vous acceptez les transgressions, quand vous les refusez, il faudrait savoir. Moi, un médecin ou un agronome, c'est des gens qui sont payés pour faire des transgressions, au fond. Bon, c'est vrai que cet argument de la transgression apparaît comme irrationnel. Heureusement, il y a des sociologues à l'INRA qui ont fait des études là-dessus. Ils ont fait des focus group, ça veut dire on prend des gens dans la rue, puis on les invite à venir discuter, et on leur demandait pourquoi vous êtes inquiets avec les transgressions. Et au bout d'un pas longtemps, apparaissait une réponse très claire, c'était que quand les transgressions c'était nouveau, et que du coup on ne savait pas quel risque on prenait. Et le problème, c'est que là, ils ont raison. Effectivement, le fait qu'un produit soit naturel ne vous dit pas s'il est bon ou mauvais. La maladie de phalloïde, c'est parfaitement naturel et c'est tout à fait mortel. Mais comme c'est naturel, ça fait longtemps qu'on connaît les amanides phalloïdes et on sait qu'il ne faut pas les manger. Alors que les choses nouvelles, des gènes de bactéries que vous introduisez dans des plantes, s'il y en a qui ne sont pas bons, on ne va peut-être pas le voir tout de suite. Donc, on prend un risque, non pas parce que c'est dangereux en soi, mais parce qu'on est ignorant par rapport aux effets de ces choses compliquées. Et c'est là, encore une fois, que va s'exprimer la césure entre deux groupes de scientifiques et deux groupes de gens dans la société. Ceux qui pensent que de toute façon le progrès est bon, et ceux qui pensent qu'il faut faire plus attention que ça. Alors, je vais vous finir un petit peu avec les OGM, et puis on va parler plus généralement de ce problème-là. Pour défendre les OGM, les entreprises de biotechnologie ont convoqué des entreprises, des boîtes de com, et leur ont demandé de trouver des bons slogans. Une boîte anglaise a trouvé en 98 le meilleur slogan qui a encore été trouvé là-dessus. Jusqu'à 98, on nous disait qu'il faut faire des OGM pour augmenter la compétitivité économique de nos pays. Ça marchait moyen. Mais en 98, il y en a une qui a trouvé, c'est pour nourrir la planète. Ah, ça, là, il n'y a plus rien à dire, Chez qui ça a le mieux pris, ce slogan-là? Mais chez les scientifiques qui font des OGM, bien sûr. Parce que eux, vous voyez bien, vous êtes un scientifique et vous avez travaillé toute votre vie sur l'ADN et ça vous intéresse. Et on comprend bien, c'est intéressant l'ADN. Et puis vous vous êtes rendu compte que vous pouviez transformer des plantes et leur faire faire des trucs, leur faire tuer des insectes. Et donc vous êtes drôlement fiers de faire ça. Mais quand vous dites que vous faites ça à vos voisins et vous disent salaud, tu vas nourrir Monsanto, etc., etc., vous avez une image assez mauvaise. Si vous pouvez dire mais non, je fais ça pour nourrir la planète, là vous êtes un grand homme. Donc dans ce schéma du progrès dont je vous parlais tout à l'heure, l'idée qu'on va nourrir la planète grâce aux OGM est passée comme une lettre à la poste, même s'il n'y a aucune preuve que les OGM n'augmenteront jamais la productivité à l'hectare. Les OGM diminuent la quantité de travail nécessaire pour faire de l'agriculture, mais pour le moment, ils n'ont jamais augmenté la productivité à l'hectare des plantes. Mais on raconte ça quand même. Alors en fait, je voudrais vous dire tout de suite que pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, ce n'est pas le cas pour une bonne raison, c'est que s'il y a des gens qui meurent de faim sur Terre actuellement, ce n'est pas parce qu'on ne produit pas assez.
Vous le savez, on produit trop. Même si tout le monde mangeait à sa faim, il en resterait encore. On en jette beaucoup. Pourquoi les gens qui meurent de faim? Pourquoi il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui ne peuvent pas manger à leur faim? Parce qu'ils sont trop pauvres pour acheter à manger. Et la plupart sont encore des agriculteurs aujourd'hui. Ils sont trop pauvres pour acheter à manger, ils sont même trop pauvres, des fois ils finissent par manger toutes leurs graines, ils n'ont plus rien à ressemer l'année d'après. C'est pas en faisant des OGM qui sont extrêmement chers et qui demandent des équipements lourds qu'on va permettre à ces gens très pauvres de vivre. Évidemment, ils n'auront jamais les moyens de se payer cette agriculture-là. Ce que vous voyez dans les pays comme l'Argentine, d'où est originaire Miguel Benasayac, c'est justement une agriculture extrêmement chère, faite par des entreprises et pas par des fermiers. C'est-à-dire que des entreprises qui louent la terre, qui louent le personnel, qui louent le matériel, puis quand ça ne rapportera plus, ils iront ailleurs. Donc, premier slogan, ça permettra de nourrir la planète. Deuxième slogan, que j'ai entendu tout d'un coup, toute une série de scientifiques ramener dans des discussions. Lorsqu'on croise deux maïs, on ne sait pas quel gène on fait se rencontrer. Lorsqu'on fait un OGM, on sait quel gène on introduit. On prend donc moins de risques avec un OGM qu'avec un maïs normal. Celle-là, elle est forte, hein. Alors les gens, on leur dit ça, ils se disent, ma merde, j'y avais pas pensé. Hein. Il doit y avoir un truc, mais je vois pas bien où c'est. Alors, est-ce que vous avez vu le truc? Le truc, c'est très simple. Hein. C'est vrai que quand on fait un maïs, on croise deux maïs, on ne sait pas quel gène on fait se rencontrer. Mais on s'en fout, parce que ça fait 10 000 ans qu'on fait ça. Et qu'en croisant deux maïs, on a toujours obtenu du maïs, tout simplement. Hein. Alors que quand on met un gène de bactérie dans une plante, j'ai beau savoir quel gène c'est, je ne sais pas du tout nécessairement exactement ce qu'il va faire. Lorsqu'un gène s'exprime dans une bactérie ou dans une plante, il fabrique une protéine. Ça, c'est la protéine qui sert à tuer les insectes dans les maïs en question, là. C'est une protéine vraiment compliquée. Hein. Et bien, une protéine comme ça, vous n'avez aucune idée de la façon dont elle va, de la forme qu'elle va prendre, de la façon dont elle va se replier quand vous passez le gène d'une bactérie à une plante. On n'en sait rien du tout. On ne sait pas quelle proportion des protéines sont mal repliées. On ne sait pas dans les protéines. Vous en connaissez une protéine mal repliée qui pose des problèmes? Hein, le prion. Vous vous souvenez, la vache folle, c'était une protéine mal repliée. Donc ça peut poser des problèmes, les protéines mal repliées. Eh bien, on n'a aucune idée de la proportion de protéines mal repliées qu'il y a dans nos OGM, par exemple. Et on ne le sait toujours pas. On sait qu'il y a plein d'OGM qui ne marchent pas, on les jette. Peut-être que c'est parce que les protéines sont totalement mal repliées, mais ça, on ne peut pas le savoir. Donc en fait, dès l'expression du gène, il y a des inconnus sur ce que fait un OGM. Bon, moi je suis prêt à prendre des risques, hein, c'est pas un problème, simplement je voudrais que ce soit des risques qui servent à quelque chose. Bon. Et puis je voudrais surtout pas qu'on me dise qu'il n'y a pas de risque, quand il y en a. Voilà, il y en a déjà là. Il y a une autre histoire que j'aime bien raconter, c'est chez les trèfles, c'est pas du tout des OGM. Chez les trèfles, il y a deux formes de plantes, hein. Certaines qui produisent une enzyme qui s'appelle la linamarase, et puis d'autres pas. Bon. Et puis il y a un petit produit, un glucoside, ça s'appelle, une sorte de sucre si vous voulez, qui peut être produit par un gène. Si vous prenez une plante qui ne produit pas la linamarase et que vous mettez le gène de production du glucoside dedans, eh ben votre plante elle va produire le glucoside et puis on n'en parlera plus. Mais si cette plante-là, qui produit votre glucoside, se croise avec une plante qui produit de la linamarase, et que vous fabriquez une plante qui produit les deux, eh ben l'ensemble des deux, ça fabrique du cyanure. Évidemment, on ne pouvait pas le deviner. On peut pas. Donc, et quand on fait un OGM, on ne va pas pouvoir tester l'effet de cet OGM quand il se croise avec n'importe quelle autre plante. Bon, donc il y a des inconnus. Les inconnus, il y en a, et des risques, il y en a, on ne les connaît pas, simplement. Et peut-être que pour le moment, on a eu de la chance, peut-être qu'on n'a déjà pas eu de chance, il y a déjà des trucs un peu toxiques qui circulent, on n'en sait rien. Hein. Donc la première chose, l'honnêteté de base de la part des scientifiques, ça serait de dire qu'en fait, on ne connaît pas grand-chose sur les risques. Mais la deuxième chose, c'est que ce qu'on sait en revanche, c'est que les pollens, ça se balade. Ça, c'est des manips qu'on a fait dans mon laboratoire à Orsay. Il y avait des champs de maïs jaunes partout. Nous, on a semé un champ de maïs avec des grains bleus, comme ça, c'est pas transgénique, hein. C'est des trucs traditionnels mexicains. Et on regardait à quelle distance on trouvait que les pollens étaient allés, vous voyez, à 20 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, à 150 mètres. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en général, la plupart des pollens s'arrêtent au bord du champ, mais qu'il y en a toujours qui vont loin. Donc, au fond, quelle que soit la distance, vous serez contaminé un petit peu, enfin, même à quelques kilomètres, vous pouvez avoir une contamination non négligeable. Alors ça pose un problème. Ça pose plusieurs problèmes. Ça pose le problème du fait qu'on risque de plus savoir comment se débarrasser de certaines plantes quand on les aura rendues résistantes à tout.
J'ai pas envie de discuter de ça aujourd'hui, si vous voulez on en parlera, mais au fur et à mesure que je voyais que la firme Monsanto réduisait la taille de ses usines chimiques et ne faisait plus que de la biotechnologie, je me suis demandé mais pourquoi ils font ça? Et je l'ai compris grâce à ce monsieur qui s'appelle Percy Schmeiser. C'est un agriculteur canadien dans le Saskatchewan. Il avait décidé, lui, de cultiver des colzas et de les reproduire lui-même chaque année. Il refusait d'acheter des semences Monsanto. Tous ses voisins achetaient des colzas Monsanto. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Il le savait bien, hein, il n'était pas innocent. Il savait bien que tous les ans, les millions de plantes qui sont autour envoyaient du pollen et que donc il y avait des gènes Monsanto qui débarquaient sur ces plantes. Lui, il reproduisait ses semences, il s'en foutait. Et puis même, un colza, ça produit 75 000 graines au mètre carré. Et on en perd 10% à la récolte des graines. Donc il y avait des graines aussi qui venaient, etc. Donc dans ces champs, il y avait un doux mélange de ces plantes à lui d'origine et puis de gènes de Monsanto, etc. Monsanto le savait aussi. Ils sont venus dans ces champs, ils ont prélevé les graines, ils les ont analysées et ils ont montré qu'il y avait leurs gènes brevetés à l'intérieur. Et donc ils ont dit, vous n'avez plus le droit de cultiver ces graines, ces plantes, elles sont à nous puisqu'il y a nos gènes. Et il a dit, mais j'ai jamais été les chercher, vos gènes, ils sont venus tout seuls. Ils ont dit, on s'en fout, il y a un brevet, c'est comme ça. Vous nous devez 400 000 $ de dommages et intérêts, et vous n'avez plus le droit de semer vos semences. Le procès a duré assez longtemps, c'est allé jusqu'à la Cour suprême du Canada, et ça s'est terminé au début du XXIe siècle. La Cour suprême a, parce que, effectivement, il était tout à fait démontré que Schmeiser n'était pas allé chercher les gènes des voisins, ils étaient venus tout seuls, dispensé Schmeiser des 400 000 $. Mais le point important, c'est qu'effectivement, il n'a plus le droit de semer ses semences. Vous vous rendez compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends une plante, je la transforme, je mets des gènes brevetés à l'intérieur, je laisse le pollen aller chez les voisins, et toutes les graines des voisins sont à moi. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, ça c'est grave, hein, parce que si vous regardez même au Mexique actuellement, on a montré que les maïs traditionnels mexicains commençaient à être contaminés par des transgènes nord-américains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'ici quelques temps, toutes les semences de la planète appartiendront à quelques firmes, hein, Monsanto largement en tête, mais aussi Syngenta, Dupont, etc. Et qu'on est en train d'assister à une guerre des semences, sans merci. Qui va posséder toutes les semences de la planète? Je ne sais pas si vous êtes conscient du fait que tout ce que nous mangeons vient des semences. Parce qu'on mange soit des plantes cultivées, soit des animaux qui ont mangé des plantes cultivées. Donc c'est toute la nourriture de la planète qui est en train de passer aux mains de quelques sociétés. C'est ça qui est en train de se passer. Et l'enjeu réel des OGM, il est là. Mais il est monstrueux en termes de puissance et d'argent. Le résultat, c'est qu'à l'heure actuelle, on assiste à ça. Évidemment, la plupart des biologistes qui travaillent à fabriquer des OGM ne sont pas conscients de ce problème. Alors quand on leur dit, oui, c'est quand même embêtant qu'il y ait des brevets, ils disent, oui, c'est vrai, ça serait quand même mieux si jamais on abandonnait le brevet. Mais je leur dis, bah alors arrêtez tout, puis attendez qu'on arrête le brevet. Ah bah non, on va quand même pas arrêter le progrès pour ça. Voilà un peu la situation, hein. Alors je voudrais vous rassurer. Pourquoi est-ce que c'est embêtant sur le plan biologique cette affaire? C'est pas que sur le plan social. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Vavilov a montré, que la diversité des plantes cultivées s'est fabriquée grâce au fait que les agriculteurs resemaient leurs semences, etc. C'est fini. D'ici quelques temps, les plantes ne seront plus reproduites que dans les champs des firmes de biotech. La diversité des plantes cultivées est en train de s'effondrer à une vitesse folle. Ça, on l'observe. Mais vous inquiétez pas, ils ont trouvé la solution. Vous savez peut-être pas qui est le principal actionnaire de Monsanto? C'est la fondation Bill Gates. Voilà. Alors Bill Gates, la fondation Bill Gates, s'est dit qu'il était temps de faire quelque chose et ils ont trouvé un moyen, ils ont dit il faut sauver la biodiversité des plantes cultivées et ils ont monté une arche de Noé. Et ben voilà, tout simplement. On retrouve la science du XVIIIe siècle. Et alors une arche de Noé, c'est en Norvège, sur une île qui s'appelle le Svalbard. On va mettre toutes les semences de la planète dans un grand frigo souterrain. On est en train, c'est presque fini, hein. Cet immense frigo souterrain qui va servir d'arche de Noé. Bon, en plus, comme c'est un peu des copains d'Allègre, ils savent pas que peut-être bientôt ça sera plus gelé à cet endroit-là. Hein, parce que c'est... Bon. Enfin bref, en tout cas, les semences en question vont dans ce frigo. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Vous savez, des semences dans un frigo, elles finissent par mourir quand même. Hein. Alors normalement, il faudrait les ressemer pour retrouver des semences qui regerment, mais recommencer pour ça, on n'a pas le temps. Donc en fait, toutes les graines là-dedans vont mourir. C'est extraordinaire, on est en train de fabriquer non pas une arche de Noé, mais un grand cimetière à graines.
Ça, c'est le site de Svalbard, vous trouverez ces images. Un immense cimetière à graines mortes. Pourquoi faire une chose pareille? C'est quand même extraordinaire. La directrice de l'INRA dit bah, c'est juste pour rassurer les gogos. Enfin, elle dit ça pas au grand public, elle dit ça aux étudiants de Sciences Po. C'est eux qui me l'ont dit. En réalité, je pense que c'est pire que ça. Il y a un vrai projet derrière. Parce que, effectivement, on va foutre en l'air toute la diversité des semences. Il y a un risque. Imaginez qu'un jour, il y a une maladie qui se spécialise sur les génotypes qu'on cultive, ça va faire un ravage, ça pourrait faire des millions, voire des milliards de gens qui meurent de faim. Si jamais il n'y a plus de blé, plus de maïs, je peux vous dire que ça va faire mal. Donc il faudrait trouver des gènes de résistance à cette maladie. Et ils seront quelque part dans ces graines. Bon, aujourd'hui, on ne saurait pas chercher des gènes de résistance dans une graine morte. Mais d'ici peu, avec la biologie synthétique, on y arrivera peut-être. Donc il faut développer des techniques pour régler les problèmes que pose la technique. D'accord? Et c'est ça, le rêve. C'est de débarrasser la Terre de la diversité. Elle est sous forme d'ADN sous terre et on ira la chercher quand on en aura besoin. Et voilà, il suffit d'avoir des bonnes biotech. Donc le Svalbard, c'est pour moi assez extraordinaire. C'est les technologies du XXIe siècle au service d'une science totalement dépassée, d'une vision créationniste du monde, de la vision biblique, de l'arche de Noé. Et voilà où on en est à l'heure actuelle. Alors pourquoi cette science dépassée? Parce que si vous voulez, les techniques se sont affranchies de la science d'une certaine façon dans notre vision du progrès. Et aujourd'hui, les aspects évolutifs, Agnès disait tout à l'heure que rien en biologie n'est sans si ce n'est à la lumière de l'évolution, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de biologistes qui le savent, ça, et que beaucoup de biologistes pensent qu'on peut regarder la biologie comme ça. Bon, je passe là-dessus. Bon, une petite parenthèse pour vous dire que je vous parle d'opposition entre scientifiques, mais cette opposition elle existe aussi chez les politiciens. Il y a 5 ans, il y a eu un truc qui s'appelait le Grenelle de l'environnement. Je vais essayer de m'arrêter dans les 10 minutes. Et à ce Grenelle, donc, on a trouvé les ONG qui sont arrivées porteuses de toute une série de propositions pour améliorer les choses. Et puis, il y a eu un débat sur les OGM. Et ce débat sur les OGM a clairement montré que les OGM réglaient aucun problème sur le plan environnemental et en posaient de graves. À la fin, donc, il y a eu une signature d'accord, il y avait là-dedans le fait de revoir complètement la stratégie sur les OGM et de se calmer un peu. Et tout ça a été mené avec bonhomie par un sénateur UMP, qui s'appelait Jean-François Legrand, sénateur de la Manche, qui, lui, au début, était arrivé là-dedans sans trop savoir, mais qui, à la suite des débats, était convaincu qu'il fallait se calmer sur ces questions de biotechnologie. Malheureusement pour nous et pour lui, il y a aussi au Sénat un autre sénateur UMP de la Manche, qui s'appelle Bizet, et qui, lui, travaille main dans la main avec les semenciers et les boîtes de biotech depuis bien longtemps, et qui a fait la peau de Jean-François Legrand. Et quand je dis qu'il a fait la peau, on a entendu sur Public Sénat, donc la chaîne publique française, Bizet dire de Legrand, il a été exécuté à 2h38 du matin, mais il bouge encore. Voilà, un petit peu, vous voyez la sérénité des débats. Donc, Legrand, voyant que les sénateurs ne le suivaient pas, a fini par les accuser d'être actionnés par le lobby des semenciers. Ça n'a rien arrangé. Et la loi sur les OGM a été complètement amputée de tout ce qui devait faire que les OGM ne posent plus trop de problèmes. Et on a actuellement une loi qui n'est pas terrible pour gérer ces questions d'OGM et qui en particulier ne respecte pas le droit pour les agriculteurs de ne pas se faire contaminer par leurs voisins. Parce que c'était un peu ça le problème. Non, ça c'est juste un intérêt. On va passer... Voilà, donc aujourd'hui, on a ces OGM d'un côté, et ça marche dans le milieu scientifique, et comme vous le savez, les scientifiques défendent avec âpreté le fait que les OGM sont bons. Vous l'avez vu encore il n'y a pas longtemps avec l'affaire Serralini. Et puis, on avance sur l'amélioration des humains. On ne va plus faire ça par sélection en stérilisant les gens. On va faire ça en améliorant les humains grâce à nos technologies. C'est le transhumanisme. Donc le transhumanisme, ça consiste à faire évoluer maintenant les humains en leur implantant des puces. Ça serait quand même drôlement pratique. Vous avez remarqué, maintenant, vous êtes à un repas, puis il y a quelqu'un qui commence à discuter d'un truc. Moi, je te dis que si, c'était comme ça c'était en telle année. Non, c'était en telle année. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sort son smartphone. Et puis, on va trouver la réponse, on va interroger Google, il va nous le dire. C'est quand même un peu bête d'avoir à sortir ce machin-là.
Si on avait une puce dans le cerveau qui pouvait directement interroger Google, ça serait drôlement mieux. Donc voilà, ça c'est des recherches que fait Google. Mais il y en a plein comme ça, on peut aussi se dire... Alors aussi ça provient du fait qu'on essaie de fabriquer des prothèses pour les gens qui sont handicapés. Vous avez vu, c'est-à-dire aux Jeux Olympiques, il y avait un handicapé qui courait. Alors c'est extraordinaire, parce qu'ils ont accepté qu'il court. Alors le comité olympique a bien dit, ils ont accepté qu'il courait parce que ces jambes artificielles n'étaient pas meilleures que des vraies jambes. Parce que si elles étaient meilleures, on ne voudrait plus. En gros, ça veut dire que tant qu'ils ne gagnent pas, ça va. Mais le jour où les handicapés vont commencer à avoir des prothèses suffisamment fortes, on sera obligé de les virer. Le malheur, c'est que du coup, les records du monde, ils seront en handisport, ils seront plus en... Et on peut se poser la question de savoir s'il y a des gens qui se feront amputer les jambes exprès pour devenir recordman du monde. Ça vous fait rire, mais il y a une mannequin américaine qui a 12 paires de jambes, parce qu'elle a été amputée des jambes quand elle était petite. Elle a 12 paires de jambes, dont des très grandes. Et elle raconte qu'une fois, elle était à une soirée, elle a mis ses grandes jambes, elle rencontre une copine, et puis elle la dominait, comme ça. Alors la copine lui dit, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, bah oui, j'ai mis mes grandes jambes. Et l'autre lui dit, bah c'est pas juste. C'est pas juste, t'es avantagé parce que t'es handicapé. Et elle dit sérieusement qu'il y a des gens qui se feront, que quand les prothèses auront suffisamment fait des progrès, bah, les gens se feront amputer pour pouvoir profiter des prothèses. Pareil, vous êtes aveugle, bah peut-être qu'on peut fabriquer un œil électronique, et puis tant qu'à faire, si on fait un œil, on le fera un peu mieux que le nôtre, qui puisse faire des zooms d'enfer, qui voit dans l'infrarouge. Puis ça, les armées, ça les intéresse beaucoup. Mais une fois qu'on aura fait des yeux comme ça, évidemment, ça sera intéressant, même si vous avez des bons yeux, d'en mettre des comme ça à la place. Donc vous voyez apparaître la possibilité d'une évolution de l'humanité sous l'influence de la technologie. C'est le progrès. C'est le progrès. Alors voilà, on avance comme ça pour le moment. Et tout ça permet... Alors, a été largement lié au début des nanotechnologies. La défense des nanotechnologies est largement partie des mouvements transhumanistes. Et vous voyez qu'on est toujours dans l'homme nouveau, évidemment. Voilà, alors, maintenant on va reprendre un peu de hauteur. D'abord, je voudrais vous dire que l'idée que la technique engendre des problèmes et qu'on veut régler les problèmes techniques avec d'autres techniques, c'est pas une nouvelle idée. Et le mythe de Dédale est là pour nous éclairer là-dessus. J'aime beaucoup le mythe de Dédale, je vais vous le raconter en 5 minutes. Dédale, c'était l'ingénieur du roi Minos. C'était un type très très doué. Et Minos, c'était un frimeur. Alors, il voulait épater ses frères, et il demande à Poséidon de lui prêter un taureau pour épater ses frères, parce que Poséidon avait un très très beau taureau. Poséidon lui prête son taureau, qui était un superbe bête. Les frères sont vraiment épatés, et Minos, tellement fier de lui, décide qu'il ne va pas rendre le taureau à Poséidon. Ça, c'était une erreur. On ne fait pas des trucs comme ça à des dieux, ça fait toujours des ennuis. Donc Poséidon décide, pour se venger, de rendre la femme de Minos, Pasiphae, amoureuse du taureau. C'est un peu pervers comme méthode, mais c'est vrai que ça marche. Alors, elle est amoureuse du taureau, mais le taureau, lui, il aime que les vaches, il n'est pas intéressé du tout. Et alors, donc, Pasiphae va chercher le scientifique de service, Dédale, et lui dit « Trouve-moi un moyen, j'en peux plus. » Et Dédale, malheureusement, c'est un scientifique moderne, c'est pas un philosophe. Donc au lieu de lui dire « Tu sais, faudrait réfléchir un peu, tout ça », il lui dit « Bah d'accord, allons-y. » Hop, il lui sculpte une vache très sexy. Il met Pasiphae dans la vache. Ça ressemble un peu aux méthodes d'insémination artificielle. Et ça marche, c'est le premier OGM. Voilà. Ça fabrique le Minotaure. Alors évidemment, il est dangereux, il faut le confiner, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, Minos appelle Dédale, il lui dit, bon, alors maintenant, débrouille-toi avec ce truc-là. Dédale, vous inquiétez pas, j'ai la solution. Il construit un labyrinthe et il enferme le Minotaure dedans. Bon, il mange encore quelques jeunes de temps en temps, mais enfin, déjà, il est moins nuisible là-dedans. Et quand même, comme il mange toujours des jeunes, on appelle un héros à la rescousse pour venir tuer le Minotaure, on appelle Thésée, qui est un garçon très gentil et très fort, mais un peu distrait. Ça coûtera la vie à son père après. Donc, Thésée arrive et il veut rentrer dans le labyrinthe, mais heureusement pour lui, la fille de Minos, Ariane, est très amoureuse de lui. Et elle se demande comment il va ressortir.
Alors elle va demander à Dédale, comment on fait pour ressortir de ton labyrinthe? Et Dédale lui dit, le coup du fil. Hein. Tu vas donner un fil à Thésée, et il va le dérouler, et comme ça, une fois qu'il aura tué le Minotaure, il n'aura qu'à suivre le fil pour retrouver la sortie. Génial. Thésée tue le Minotaure, revient, et une fois qu'il est sorti, grâce au fil d'Ariane, il oublie Ariane en route, il est pressé de rentrer, elle est désespérée, Minos est furieux, il en a marre de toutes ces histoires, et il dit tout ça c'est la faute de Dédale. Il prend Dédale et son fils, il les fout dans le labyrinthe, en leur disant voilà, maintenant, hop, tant pis pour toi. Mais Dédale, c'est le mec qui se décourage jamais. Chaque fois qu'il a fait une connerie technique, il trouve une nouvelle connerie technique pour réparer la connerie technique d'avant. Vous voyez? Il dit à son fils, t'inquiète pas, je vais fabriquer des ailes et on va partir par le haut. Hein. Il fabrique des ailes. Alors son fils, vous le saviez peut-être pas, mais il s'appelle Icare. Et donc vous connaissez la suite. Hein. Son fils s'approche trop du soleil et il meurt. Et Dédale passe le restant de ses jours à se lamenter sur la mort de son fils. Oui, c'est un très beau mythe, hein, un beau mythe sur la technique qui engendre des problèmes et la technique qui corrige les problèmes engendrés par la technique jusqu'à la chute finale. Alors voilà, aujourd'hui, eh bien, on a des gens qui pensent que, bah oui, d'accord, c'est vrai, au fond, c'était un peu embêtant cette affaire, mais enfin, c'est comme ça qu'il faut faire quand même, parce que sinon, on s'ennuie. Et donc, qui voient le monde comme un Lego. Et je pense que c'est une grande partie de nos collègues en biologie, en particulier actuellement, qui voient le monde comme un Lego, qui se disent, ben voilà, on va jouer avec, et puis au fond, ben on va assembler tout ça, ça fera des trucs, on pourra faire des trucs rigolos, et au fur et à mesure, au début, on fait des trucs simples, hein, on va pas... Puis progressivement, on va faire de plus en plus compliqué, bon... Et vous voyez, c'est vrai que ça ressemble un peu à l'ADN, hein. Truc, ça se rassemble pour assembler les bouts, etc. Bon, ça fabrique des chromosomes, et puis voilà... Bon, je passe là-dessus, puis à la fin, voilà, on aura fabriqué un beau Lego. Hein. Et au fond, voilà, on va avancer, c'est le progrès, puis c'est quand même excitant de se dire qu'on va pouvoir faire tous ces trucs-là. Et je pense qu'il y a énormément de nos contemporains qui pensent que c'est quand même ça qui est rigolo dans le fait d'être humain, c'est le fait de jouer avec le monde, quoi. Et puis il y en a d'autres qui disent, bah maintenant on a atteint un niveau dans le fonctionnement du système où la complexité du système est devenue trop grande pour qu'on puisse jouer à ça. Même le fait de changer juste un petit Lego, ça risque de changer trop de choses dans notre système. Fabriquer des hommes artificiels, ah oui, parce que je vous ai pas dit, le rêve final de tout transhumaniste, c'est de devenir immortel, bien sûr. Et pour devenir immortel, là, c'est surtout les neurosciences. Alors on fait convergir par de la convergence NBIC, biotechnologie, informatique, cognition, tout ça. Et ben, quand on aura bien réussi avec tout ça, on pourra copier notre cerveau dans un disque dur. Et là, on sera immortel parce qu'on pourra se recopier. Hein. De disque dur en disque dur, tout ira bien. Et voilà. Donc, est-ce que vraiment on a envie de rentrer là-dedans? Et à quel moment il faut s'arrêter si on ne veut pas aller trop loin? C'est ça la question qui se pose. Il y a donc des scientifiques et des non-scientifiques qui insistent plus, eux, sur la complexité des systèmes, sur le fait que faire un OGM, c'est pas seulement rendre une plante résistante à un insecte, mais c'est via le brevet, arriver à un monopole sur les semences, et du coup une perte de la diversité et des risques énormes pour la nourriture de l'ensemble de la planète. Bah, toutes ces questions-là, qui sont de l'ordre de la complexité, et du coup d'une relative imprévisibilité des conséquences de nos actions, ben la question c'est est-ce qu'il faut s'en occuper ou pas? Et actuellement, on a vraiment une césure très forte dans la communauté scientifique, et je pense d'ailleurs dans le grand public aussi, autour de ces questions. Alors la complexité, c'est un phénomène qu'on voit, mais qu'on a du mal à exprimer. Et j'aime beaucoup cette image. Elle a été fabriquée par un militaire américain en Afghanistan. Il y avait un nouveau général qui est arrivé, et il y a un jeune militaire qui lui a fait ça. Il lui a dit, voilà, le problème de l'Afghanistan, c'est ça. Alors vous avez le gouvernement qui n'est pas très très fort, les institutions qui ne marchent pas, la tactique, ça va pas très bien, les insurgés, le support populaire, etc. Et le général a regardé ça et a dit, ah bah, quand on aura compris tout ça, on aura gagné la guerre. Et tout le monde s'est marré, évidemment. Et pourtant, on est exactement là-dedans, quoi. Est-ce que vraiment, dans des systèmes comme ça, comment est-ce qu'on agit? Simplement en envoyant un bataillon tuer Ben Laden, mais c'est plus du tout comme ça que ça marche.
Donc nous sommes dans un monde complexe et je pense qu'actuellement il devient important de le faire savoir et d'essayer de réfléchir à comment on agit dans le cadre de cette complexité. D'autant que ce monde complexe, on l'a largement fabriqué nous-mêmes et qu'on a une idée fausse qui est que ce qu'on a fabriqué, on le connaît. C'est pas parce qu'on a fabriqué quelque chose qu'on le connaît. C'est ce que je vous disais un petit peu au sujet des OGM. Le meilleur exemple, je trouve, c'est notre système économique. C'est entièrement nous qui l'avons fait, mais on est complètement incapable de le maîtriser. Vous le voyez tous les jours. Donc, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on le maîtrise, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, effectivement, ces systèmes complexes aujourd'hui demandent une nouvelle vision du monde, une autre vision que la vision du Lego. Tout interagit. Ça, c'est une belle image d'interaction aussi. Vous voyez, c'est une plateforme offshore. C'est des grandes hélices. Elles font 80 mètres de diamètre. Et vous voyez que les premières, tout va bien. Mais alors, les dernières, elles se retrouvent dans les turbulences des premières. Et ça marche pas du tout comme prévu, du coup. Voilà, ça, on pouvait le prévoir. Mais bon. Voilà. Donc, le monde vivant, la nature qui nous environne, eh ben, on agit dessus. De toute façon, on agira dessus. La question de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on veut en faire un monde de rêve comme Rousseau? Alors c'est amusant parce que le douanier Rousseau a peint ces images-là. Il y a un dessinateur à l'INRA qui s'appelle Rousseau et qui lui a une autre vision du monde tel qu'on est en train de le préparer. Et ben voilà, je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour résister à ce progressisme fou et prêt à faire toutes les imprudences, sans pour autant tomber dans l'irrationnel total et les visions intégristes religieuses qui rejetteraient toute science, évidemment. C'est cette troisième voie qu'il faut qu'on trouve aujourd'hui. Si jamais on n'a plus le choix qu'entre être totalement contre tout progrès scientifique et technique, ou alors prêt à tout avec le progrès scientifique et technique, et ben je crois que ça sera vraiment pas drôle. Il faut qu'on trouve une troisième voie. C'est ça que Michael Benassayag et moi avons envie d'essayer de promouvoir comme recherche, et c'est ça que j'essaie de vous faire partager ce soir. Le monde est en train d'accoucher d'une nouvelle humanité. Il y a souvent des gens qui me disent quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Et moi je leur dis mais quels enfants vous allez laisser à notre planète? Voilà, merci. Merci Pierre-Henri pour cet exposé avec beaucoup d'humour, comme d'habitude, une pointe d'ironie et de provocation. J'espère que, comme pour la plupart des étudiants, dont moi à une époque, ça a stimulé vos neurones et que de nombreuses questions vont émerger. Je sais bien qu'il est un petit peu tard. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette conférence. Et c'est peut-être une idée fausse que j'avais. Je croyais en fait que les plants OGM étaient stériles et que ça posait aussi des problèmes au niveau économique et social dans certains cas. Non, c'est effectivement une idée fausse au premier degré, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il existe une construction génétique qui permet, c'est très intelligent comme truc, ça permet de faire des semences qui germent. Les plantes qui vont sortir vont faire des graines, et ces graines-là seront consommables, mais elles ne seront pas capables de germer. Donc, mais cette construction génétique a été fabriquée par une petite boîte de biotech dans les années 90. Le brevet a été racheté par Monsanto, mais qui s'en est jamais servi. Donc actuellement, les OGM ne sont pas stériles biologiquement. Ceci dit, ils sont stériles légalement, puisque vous n'avez pas le droit de ressemer une semence brevetée. Et d'ailleurs, au début, quand Monsanto contrôlait encore pas sa com, il y a eu un documentaire sur France 2 extraordinaire, où il y a un ingénieur de Monsanto qui était interviewé, qui disait que cette construction, ils n'allaient pas s'en servir chez nous, puisqu'il n'y avait pas besoin, puisqu'il y avait le brevet. Mais dans des pays comme l'Afrique, où ils ne pourraient jamais contrôler que les gens ne trichent pas, là, ils allaient mettre ça. Donc ça vous montre à quel point c'était bien pour nourrir la planète qui faisait ça, bien sûr, vous en doutez. Mais et sachez aussi que l'idée de fabriquer des semences qui ne peuvent pas se ressemer, elle n'est pas nouvelle, parce que dès qu'on a commencé à faire des hybrides de maïs, on a fabriqué des semences qui, au fond, des plantes, des semences qui pouvaient quasiment pas se ressemer. Enfin, si vous les ressemez, ça donne des résultats catastrophiques.
Il y a des paysans qui développent ce qu'on appelle les semences paysannes et qui sont en train de remettre en œuvre des systèmes de culture où ils reproduisent leurs semences. Alors ils ont pris un coup dur l'année dernière parce que l'État français a décidé qu'ils seraient taxés, hein, comme ils reproduisent eux-mêmes leurs semences, ils ne contribuent pas au progrès génétique global. Donc il faut qu'ils donnent une taxe pour les boîtes de biotech parce que c'est eux qui font le progrès. Bon, je passe là-dessus. Mais dans ces communautés de semeurs de biodiversité, comme ils s'appellent eux-mêmes, eh bien, effectivement, maintenant, on a commencé à refabriquer des maïs qui se ressèment, des populations de maïs. Et les maïs ont tellement progressé depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui que les lignées pures de maïs d'aujourd'hui sont meilleures que les hybrides des années 50. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en faisant un mélange de lignées pures, on peut faire une population extrêmement productive de maïs et parfaitement reproductible. Sauf qu'évidemment, les boîtes de semenciers vont faire ce qu'elles pourront pour que ça ne puisse pas se faire. Et qu'évidemment, s'il y a des gènes brevetés dedans, là, vous avez légalement plus le droit de les ressemer. Merci. Vous parlez des problèmes, des divers problèmes qu'il y a eu à cause tout justement de ces industries. Mais quelles solutions vous pouvez dire ou apporter pour résoudre ce problème ? Écoutez, effectivement, je ne vais pas vous proposer une solution toute clé en main. Il est clair qu'on ne peut pas laisser continuer éternellement à fonctionner ce système dit néolibéral tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle, où les entreprises ont quasiment tous les pouvoirs en prenant pratiquement aucun risque. Dans l'histoire des OGM, c'est remarquable, les entreprises de biotech ont réussi à faire reconnaître que si un jour il y avait quelque chose de mal qui se passait à cause d'un OGM, ça serait du risque de développement et qu'elles ne seraient pas considérées comme responsables. C'est écrit dans la loi OGM grâce à M. Bizet, là, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc évidemment, tant qu'on laissera les entreprises faire comme ça, il y aura pas, ça ne s'arrangera pas. D'autre part, je pense qu'à l'heure actuelle, la communauté scientifique est fautive. Parce qu'à cause de cette foi dans le progrès, les scientifiques sont prêts à raconter des énormités. Dire qu'il y a zéro risque, par exemple, c'est un mensonge. Moi, je dois vous dire que j'ai vu un progrès, il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a 6 scientifiques italiens qui ont été condamnés pour avoir dit qu'un tremblement de terre n'aurait pas lieu. C'est complètement idiot de dire qu'un tremblement de terre n'aura pas lieu. On ne peut jamais le savoir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit pour leur défense après. Le malheur, c'est qu'ils avaient dit ça. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas toute l'histoire. Il y a donc un sismologue qui disait « Je sais qu'il va y avoir un tremblement de terre dans le coin ». Il s'est malheureusement trompé de 50 km. Il a pris, comme personne ne voulait l'entendre, il a pris une voiture avec un mégaphone et il est allé dans le village où il croyait que le tremblement de terre aurait lieu pour dire « Attention, ça va péter, sortez de chez vous ». Les autres gens dans les autres villages commençaient à sortir aussi de chez eux et les scientifiques en question seraient allés leur dire mais vous êtes des cons, restez pas dans vos voitures, rentrez chez vous, il n'y a aucun problème. Et puis paf, ça a tremblé, les gens sont morts et enfin on condamne des experts qui n'ont rien fait d'autre que de dire ce que les pouvoirs publics leur ont demandé de dire. Hein, attention. Hein. Donc ils sont que partiellement responsables puisque c'est les pouvoirs publics qui voulaient qu'ils disent ça. Mais n'empêche que je pense que quand un scientifique dit il y a zéro risque, eh bien, il faut qu'il y ait zéro risque. Et si jamais il y avait un risque et que les gens se le prennent sur la figure, le scientifique doit être condamné. Si jamais on commence, donc premièrement, à ne fabriquer des réglementations fortes et arrêter de croire que le marché va régler ce genre de problème. Deuxièmement, condamner les individus quand ils font des choses pas bien. Et troisièmement, revoir le statut des personnes morales. Moi, je pense qu'une boîte convaincue d'avoir foutu de l'agent orange sur des milliers de gens, eh ben, normalement, ça devrait être la peine de mort. Alors, pour les personnes morales, hein, je suis pour le retour de la peine de mort, mais pour les personnes morales uniquement, avec confiscation immédiate de tous les actifs, il faut que les actionnaires y perdent. Vous comprenez bien. Donc voilà, des solutions légales, si oui, je peux vous en proposer. Le malheur, c'est que je ne vois pas qui va voter des lois comme ça à l'heure actuelle. Mais bon, je vais vous parler franchement. Il a fallu l'horreur des camps de concentration pour arriver à Nuremberg. Je ne pense pas qu'on arrivera à améliorer ça sans qu'il y ait un vrai problème un jour. Mais ce que j'espère, c'est que plus les gens seront préparés, plus ils seront capables de réagir avant que le problème soit trop immense. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors justement, tu parlais tout à l'heure du procès de Nuremberg et à Nuremberg de la biodiversité. Au-delà de cette prise de conscience, tu penses que ça peut générer d'entrer dans un autre paradigme? C'est-à-dire quelque part replacer l'homme à une autre place que celle dans laquelle il a été placé? Oui, on a eu une discussion là-dessus l'autre jour à Paris 7, au Centre d'études du vivant, parce que au fond,
Bon, on a reconnu donc les droits de l'homme depuis quelques siècles. Maintenant, les droits, l'importance du maintien de la dignité humaine à Nuremberg, et puis, au fond, on est en train de réfléchir au problème des droits des animaux. Hein. On n'a plus le droit de faire n'importe quoi à un grand singe, et même à n'importe quel vertébré. Et en fait, on se rend compte, on s'est rendu compte, j'en discutais de ça avec un collègue qui s'appelle Jean-Claude Amezen, qui se préoccupe aussi de ce genre de questions, et qui me dit, au fond, actuellement, on fait du top-down. C'est-à-dire qu'on part de ce qu'on s'est donné à nous, et puis on donne des miettes aux autres autour. Alors ceux qui nous ressemblent beaucoup, on leur en donne pas mal, comme les grands singes, ceux qui sont un peu plus loin. Bon, peut-être qu'il faudrait, c'est ce que j'avais commencé à lui proposer, revoir les choses dans l'autre sens, faire du bottom-up, dire il y a un respect global dû au vivant. Et ce respect global, il doit se traduire par un certain nombre de choses, et par, alors ça c'est quelque chose qui est proposé déjà par des juristes, par le concept de crime contre la nature. Et puis une fois que ça sera vu, eh ben on verra quels sont les cas particuliers là-dedans, l'espèce humaine en étant un. Mais au lieu de faire ce top-down, faire du bottom-up, dire ben voilà, on va discuter du droit du vivant en général et on va remonter pour voir quelles sont en plus les formes vivantes qui doivent être particulièrement bien traitées dans cette affaire. Moi, je pense qu'il oui, c'est un nouveau paradigme, ça. Oui, c'est une autre manière de penser notre rapport au vivant, et je pense qu'il faudra qu'on y arrive. Que si on n'y arrive pas dans des délais raisonnables, on risque de le payer très cher. Je dois vous dire un truc, je ne m'inquiète absolument pas pour la planète. Elle se débrouillera très bien sans nous, c'est pas le problème. Je ne m'inquiète même pas pour les autres formes vivantes, il y en a plein qui s'éteindront, mais l'extinction, au fond, c'est pas une souffrance, hein. Une espèce, ça souffre pas. En revanche, je m'inquiète pour les humains dans ce contexte qu'on est en train de fabriquer, bien sûr. J'ai une question à vous poser. À partir du lieu où j'enseigne, la science politique, j'ai appris que vous enseignez en Sciences Po. C'est l'institution qui fournit l'essentiel des rangs de ceux qui vont nous diriger. Alors j'aimerais savoir quel écho vous avez quand vous tenez ce type de discours auprès de nos futurs énarques ou dirigeants de grandes entreprises. Bah écoutez, j'ai fait ces cours j'ai fait des cours là-dessus à Polytechnique, et maintenant j'en fais à Sciences Po. Bon, le problème c'est que j'ai toujours ceux qui s'intéressent plus. Je fais pas des cours à l'ensemble de la promo, j'ai toujours ceux qui s'intéressent plutôt à ces questions, et du coup j'ai des échos très positifs des jeunes. Mais vous savez, quand je vais faire une conférence de ce genre, enfin de ce genre-là, non pas tout à fait, mais sur des questions comme ça, où je critique par exemple les OGM dans des écoles doctorales de biologie, j'ai un très très bon retour des étudiants. Tous les ans, je vais à Rennes faire ça, et voilà, ça se passe très bien. Je pense que les jeunes sont facilement convaincus de ça, mais après, il y a ce qu'on appelle malheureusement le principe de réalité qui me semble... le principe de réalité, hein, qui est tellement mis en avant par toute une série de personnes, il faut quand même bien voir que c'est ce qui a justifié la collaboration pendant l'occupation, si vous voulez, d'une certaine façon. Hein. Donc il y a un moment où il faut dire le principe de réalité, non, quoi, je joue plus, et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc en fait, chez des jeunes scientifiques, ils sont tout à fait sensibles à ce genre de discours. Malheureusement, au fur et à mesure qu'ils avancent dans le système, il y en a qui vont tout d'un coup bifurquer et prendre la position inverse. Je l'ai vu parce que dans l'affaire Seralini, j'ai donc participé à mettre en place une réponse aux scientifiques qui critiquaient Seralini, non pas pour défendre Seralini, mais pour dire que la position de la communauté scientifique n'était pas raisonnable dans cette affaire. Et j'ai reçu des mails d'insultes de chercheurs que j'avais comme étudiants et qui me disaient qu'ils étaient scandalisés que je puisse faire des choses pareilles. Et d'autres gens qui ont signé la même lettre ont eu des mêmes types de choses. Alors que je sais que ce jeune chercheur, il y a 15 ans, maintenant il est directeur d'un département de l'INRA, mais il y a 15 ans, il aurait trouvé ça tout à fait normal. Ouais. Sinon, j'ai quand même eu des étudiants comme Nathalie Kosciusko-Morizet qui se sont préoccupés réellement de ces questions après. Une question à gauche. Oui, et il y a quelque temps, j'ai lu un essai d'un philosophe qui s'appelle Christian Godin, et le titre de cet essai, « La haine de la nature ». J'en ai tiré une phrase que je vais vous soumettre, et après je vous ferai part de mon interrogation. Donc cette phrase, je vous la lis. « L'objectivation de la nature par la science, sa manipulation par la technique,
son exploitation par l'industrie rendent par définition impossible le respect de la nature. Et moi, pour remonter en amont de toute cette dérive de la technoscience et de cet aveuglement même dans le monde scientifique, ce qui m'interroge, c'est que justement la démarche scientifique, qui est une démarche d'objectivation, donc de distance, donc de rationalisation, en elle-même n'est-elle pas porteuse d'une désensibilisation par rapport à notre milieu de vie, et ne conduit-elle pas justement à nous abandonner à des transgressions qui, à mon sens, sont une forme de folie. Je pense à la manipulation de l'atome, à la manipulation du gène. Je pourrais pas répondre à votre question, évidemment. Je peux vous dire qu'effectivement, je pense que notre société, il y a une détestation de l'animal. D'ailleurs, c'est assez intéressant. J'ai remarqué que, vous savez que la théorie de Darwin, le problème principal, ça a été le singe au départ. Donc c'était, beaucoup de gens considéraient que c'était affreux d'imaginer qu'ils descendaient d'un singe. Et il y en a encore aujourd'hui qui sont comme ça, des créationnistes, c'est pas ce qui manque un peu partout, à Montpellier en particulier. Non, mais j'arrive plus à retrouver le nom de ce type fou là, donc, qui sévit à Montpellier là-dessus. Bon, et donc voilà, quelle horreur d'être un singe. Vous voyez qu'il n'y a pas eu besoin de la science pour ça en fait, parce que si vous voulez, si Darwin a eu ce problème, c'est parce que le fait d'être un singe était considéré comme quelque chose, de descendre d'un singe, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'on descend du singe, on dit qu'on est des singes. Eh bien, ça posait problème. Et j'ai remarqué d'ailleurs que c'est assez rigolo parce que selon le degré hiérarchique, j'ai pas encore bien compris ça, je vous avoue. Dans la classification, ça fait pas le même effet. Si je vous dis que les hommes sont des mammifères, en fait, ça gêne pas grand monde. Alors que si je traite un homme de mammifère, vous voyez, ça fera pas une grosse insulte, quoi. Alors que si je le traite de singe ou que si je le traite même d'animal, là, je l'insulte. Mais si je le traite d'être vivant, là, il n'y a aucun problème. Donc, pourquoi est-ce qu'on accepte de partager une destinée commune avec les autres êtres vivants et avec les autres mammifères, mais pas avec les animaux ni avec les singes? C'est très curieux, franchement. Donc, je crains que le problème soit plus profondément enraciné que ce que vous dites. C'est-à-dire que, certes, la science a permis d'exprimer cette espèce de haine de l'animal en nous, mais c'est une haine qui, à mon avis, préexistait dans notre culture. C'est-à-dire que, alors certains ont attribué ça à la genèse et à la création indépendante de l'homme par rapport aux autres. Il est clair que ça vaut la peine d'écouter des gens comme Philippe Descola, je ne sais pas s'il est déjà venu ici, mais que vous avez déjà eu la chance d'entendre et qui vous montre à quel point les autres cultures perçoivent les choses d'une façon qui n'a rien à voir avec la nôtre. Donc voilà, je pense qu'effectivement, actuellement, les dérives dont vous parlez sont inquiétantes. Moi, je ne sais pas ce qui est raisonnable ou pas là-dedans. Justement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne veux pas tomber non plus dans l'anti-science, l'anti-technique. Je pense que ça ne serait pas une solution. Mais effectivement, l'idée que tout est possible et que allons-y, ça, je pense que c'est une folie. Oui, bonsoir. J'ai beaucoup apprécié votre émotion. Je n'ai pas tout le temps apprécié votre rationalité. Donc, je voterai pour vous si c'était un contexte politique. Je ne serais pas de votre côté si c'était un congrès scientifique. Et la raison est simple. La science se qualifie pour une chose par rapport aux croyances, et cette chose s'appelle le doute. Toute proposition qui n'est pas falsifiable n'est pas scientifique. Donc, toutes les fois qu'on dit quelque chose en science, on attend qu'il y aura peut-être, probablement, ou sûrement quelqu'un qui la falsifie tôt ou tard. Bon, dit cela, je pense que je ne souhaiterais pas être au XVIIe ou au XVIIIe siècle, n'étant pas un fils du 2% de la population privilégiée.
Et donc le progrès, pour moi, est un acquis de l'histoire de l'humanité. Dit cela, encore, je termine avec une petite erreur qui dénote encore une fois le fait qu'il faut se méfier des certitudes. Quand vous avez dit que Bell avait inventé le téléphone, ce n'est pas vrai. Après 100 ans, le Congrès américain a déclaré que c'était son patron, un Florentin pauvre, qu'il avait inventé et qui n'avait pas eu l'argent pour le breveter. Merci. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, le doute est quelque chose d'important et moi je pensais vous l'avoir montré parce que justement ce que j'ai essayé de vous dire c'est qu'on ne savait pas. Alors, si vous me dites que quand je dis qu'on ne sait pas quel risque on prend, je doute pas. Donc, parce que si je doutais, je dirais que si on sait quel risque, on sait qu'on prend pas de risque, je comprends pas très bien. Je pense qu'effectivement, le doute, c'est ce qui manque actuellement, parce que le doute, c'est quelque chose d'important dans les sciences, mais c'est pas du tout quelque chose d'important dans les technosciences. Le doute, justement, ça conduit au principe de précaution, ça conduit au fait de se méfier de la complexité et du fait de pouvoir jouer au Lego en imaginant que ce qu'on change ici, ça n'aura aucune influence là-bas. Donc personnellement, ce que je vois moi le plus, c'est une absence de doute chez les gens qui défendent les technosciences. J'avais l'impression que j'avais pas arrêté de vous dire qu'on savait pas grand-chose. Alors, nous ne sommes effectivement pas dans un congrès scientifique et je ne vous ai pas fait de modèle mathématique pour vous montrer comment les champs voisins vont être contaminés par les OGM, mais je les ai dans mes articles. Si ça vous intéresse, vous les trouverez. Une question tout en haut. Oui, bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Christophe, je suis étudiant en médecine. J'ai beaucoup aimé votre présentation parce que j'ai trouvé qu'elle amenait intelligemment les problématiques clés que vous avez voulu énoncer ce soir. Et notamment, une qui m'a interpellé parce que justement j'y réfléchis souvent, c'est cette question de la volonté du contrôle finalement qu'on veut avoir sur les choses, la volonté de contrôler notre environnement. Et je me suis souvent demandé si une façon d'aborder ce problème n'était pas de se tourner, de tourner notre attention vers l'étude de la psychologie humaine, de la naissance des sentiments, pourquoi est-ce que finalement on avait ces pulsions et ces envies de contrôler les choses et on ne pouvait pas se contenter d'accepter le tout venant et de s'en satisfaire. Et donc je voulais vous demander si vous aviez déjà pensé explorer cette voie avec votre confrère ou si vous travaillez en synergie avec d'autres. Écoutez, effectivement, Miguel est psychanalyste. Donc lui, ces questions-là, il y touche un petit peu, mais enfin il s'occupe plutôt de pédopsie. Donc on n'a jamais parlé des choses dans ces termes-là, et je vous avoue que le problème, c'est que je crains qu'on n'ait pas les connaissances qu'il faut pour avancer à cette échelle-là. Moi, je comprends bien que cette volonté de contrôle dont vous parlez, vous savez, elle n'est pas seulement d'ordre. Enfin, on peut la regarder sur un plan psy, on peut la regarder sur un plan philosophique, parce que la volonté de puissance, c'est un thème de Nietzsche, par exemple, ou même de Schopenhauer, et on la retrouve même dans Rousseau, hein, dans les Mille. Donc, le problème de savoir quelle est la légitimité de cette volonté de puissance, c'est une question effectivement importante. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir envie de faire des recherches en psychologie pour voir comment corriger les défauts psychologiques des gens au niveau sociétal. Vous voyez, c'est un peu dangereux, non ? Disons que moi j'avais imaginé que justement l'expression artistique avait cette fonction dans la société de permettre aux gens de délivrer sur un support qui n'était pas d'autres êtres humains ou d'autres êtres vivants les pulsions qu'il habitait. Je connais trop d'artistes pour vous croire. Les problèmes d'ego et de supériorité sont largement aussi forts chez les artistes que chez les scientifiques. Malheureusement, c'est du même ordre. Je ne suis pas sûr qu'on puisse régler le problème avec l'art ni avec la science. Ouais. Merci. J'ai bien apprécié votre intervention. Vous avez commencé avec quelque chose de fort qui est ce qu'a dit Pascal. J'ai résumé en un mot ce qu'a dit Pascal, c'est le tout-un. C'est-à-dire ce que nous sommes. Nous sommes une partie qui percevons le tout et qui avons la difficulté de ne pas pouvoir
transcrire l'indéfinissable que par les mots et le langage que l'on a construit, qu'il soit sémantique ou qu'il soit mathématique. Le problème que vous avez posé, c'est le problème d'une société qui a toujours besoin de croire. Alors elle a eu ses dieux, et aujourd'hui on a la comptabilité. C'est-à-dire tous les problèmes que vous avez posés, quand vous creusez, si vous allez jusqu'au fond, si vous allez essayer de trouver l'hélice génétique de ceux qui poussent aux actes les uns et les autres, vous allez y trouver la monnaie et vous allez y trouver le plan comptable. Donc le plan comptable est quelque part, si vous voulez, cette fameuse hélice qui conditionne notre existence. Et nous savons qu'une cellule qui ne reçoit rien de l'extérieur ne peut pas se modifier, ne peut pas apporter la diversité que vous avez soulignée tout à l'heure en parlant de... j'ai oublié de Darwin, en parlant de Darwin, donc finalement meurt sous ses propres déchets. C'est un petit peu ce qu'il nous arrive et c'est ce que vous défendez quand vous défendez l'écologie et que vous souhaitez donc éviter ce drame-là. Ceci étant dit, quand vous posez le problème de Darwin, vous posez quand même un problème qui est assez fondamental, qui est celui de l'homme qui a une capacité de penser et qu'il pense que la Terre lui appartient, alors que vous avez souligné tout à l'heure qu'effectivement la planète n'a pas besoin de nous, c'est nous qui dépendons d'elle. Et cet homme regarde le monde en pensant qu'il est capable de le définir, qu'il est capable de le contrôler, et ne se rend pas compte qu'il n'en est qu'une partie, qui n'en est pas qu'une partie, comme on le soulevait tout à l'heure en parlant de Pascal, et que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense est en potentialité d'être, parce que s'il n'était pas capable de le penser, ça ne se réaliserait pas. Alors ceci pose un paradoxe, celui que vous avez soulevé, celui effectivement de gens qui choisissent telle ou telle option. Elle est tout aussi fondée que ceux qui en choisissent une autre. Ce sont les paradoxes de notre vie, et c'est peut-être ça qui nous fait avancer. Écoutez, j'espère que ça nous fait avancer. Pour le moment, il y a des moments où j'ai l'impression qu'on n'avance plus, justement, où il y a quand même cette opposition entre deux visions là, qui stagnent tellement qu'on attend désespérément de trouver une voie médiane, ou sinon une voie médiane, du moins un niveau au-dessus, hein, une réponse dialectique à cette opposition qui permettrait de la surmonter. Mais j'ai l'impression que c'est une recherche très forte au fond dans nos sociétés et que pour le moment on ne trouve pas le moyen de passer ce cap. Et j'espère qu'on le trouvera avant qu'il soit trop tard. Voilà.